Me dit ceci, tu évoques le fait que depuis la Révolution française, il y a répétition dans les mouvements littéraires sous la forme d'une alternance classicisme-romantisme. J'ai donc trois questions. Ce mouvement concerne-t-il toutes les disciplines artistiques? Très bonne question. Ne s'agit-il pas plutôt d'une répétition, non pas à l'identique, mais sous la forme d'un ressort? Je présume qu'il fait allusion à la figure de la spirale par rapport au cercle. Hein. On croit qu'on répète, mais enfin, il y a un progrès. On est bien d'accord, c'est ça que tu voulais dire? Non pas. J'en profite pour faire une parenthèse intéressante. C'est bien qu'il rappelle cette image du ressort, que j'appelle de la spirale, si vous voulez, parce que c'est une manière de synthétiser dans la représentation. Il faut faire un effort pour synthétiser dans le concept après, quand même, hein, sinon on ne peut pas rester que dans les images. Mais vous savez, on est condamné, c'est un peu le sujet de notre séminaire cette année, répétition ou libération. Soit le cercle, la répétition, la figure emblématique, le graphe de la répétition, si vous voulez. Hein. Et le retour des saisons, et la petite dame qui dit « Mon pauvre monsieur, il y aura toujours des riches et des pauvres, qu'est-ce que vous voulez ?» Bon, vous voyez, la répétition. Ou bien l'Ecclésiaste, c'est dans la Bible, dites donc, c'est dans la Bible, ça, c'est un des livres de la Bible. Mais tellement étrange, mais contredisant tellement tout le reste de la Bible que souvent les théologiens se sont demandé si on pouvait le laisser dans la Bible. Et pourtant, il fait partie de la plus vieille donnée hébraïque, l'Ecclésiaste. Vous le connaissez tous, même ceux qui n'ont jamais lu la Bible, tellement que son refrain est célèbre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça vient de l'Ecclésiaste, la formule. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Je vous résume l'Ecclésiaste, c'est ça tout le temps. Sous-entendu, ça alterne, c'est comme les saisons. Il n'y a pas de progrès, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ou bien le progrès, la ligne droite. Regarde, voilà les deux graphes antithétiques, le cercle et puis la droite. Vous savez, la linéarité, c'est très critiqué maintenant par les esprits profonds et subtils. Ah, moi je suis pas linéaire, moi je suis Deleuze, hein, c'est les réseaux. Hein. Bien, voilà. Synthèse, la spirale. C'est intéressant la spirale, vous voyez, hein. Ça progresse comme la ligne, mais en revenant tout le temps en arrière, comme si on n'avait jamais fini de rôder autour du problème, mais pas pour revenir à zéro à chaque fois, avec un progrès. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Et c'est bien donc d'avoir parlé du ressort. Plus dynamique que statique comme notion. Donc, ce mouvement concerne-t-il toutes les disciplines artistiques? Ne s'agit-il pas plutôt d'une répétition non pas à l'identique, donc ce serait le retour à zéro, mais sous la forme d'un ressort, pour reprendre une métaphore précédemment utilisée? Enfin, quelle est la place des carnages dans ces évolutions répétitions? C'est bien ça. Hein. Deuxième question, Wilfried, tu évoques que la procrastination serait, je cite, le mal du siècle des plus jeunes de nos contemporains. Pourrais-tu préciser, et surtout veux-tu dire par là que beaucoup hésitent à achever leur travail, leur œuvre, leur thèse, leur mémoire souvent, par peur de ce qui arrivera ensuite. Entre parenthèses, un carnage, point d'interrogation. Voilà. Enfin, une question de Philippe Moreau, qui suit fidèlement notre atelier et pas seulement à proximité mais à distance sur Facebook, et très intelligemment. Le concept d'inconscient de l'inconscient chez Michel Clouscar, que j'ai fait allusion la dernière fois, le concept d'inconscient de l'inconscient chez Michel Clouscar est invoqué à propos de la pulsion de répétition. Ulysse. Serait-il possible de nous présenter ce concept plus en détail? Voilà. Il y a une dernière question qui est encore plus courte, donc, mais que je ne traiterai pas par contre parce qu'elle est... Parce que, il ne faut pas que ça vous échappe, même Samuel avait précisé, il faut que ce soit des questions en rapport avec tout de même ce qui a été agité, sinon il y a tellement de questions à poser. Mais c'est Jean-Michel Toulouse, je ne sais pas s'il est là ce soir, qui m'a demandé ce que je pensais du dernier ouvrage de Patrick Thor sur le matérialisme. Je serais ravi d'en parler un peu par la suite, mais pour aujourd'hui, il faut déjà qu'on trouve le temps de répondre aux questions que je viens de rappeler. Alors, tout de suite, une précision, hein, donc je m'adresse à tout le monde, pas seulement à Wilfried, bien sûr, parce que je présume que tu les poses devant tout le monde. Ce mouvement concerne-t-il toutes les disciplines? Oui, bien sûr, mais je ne vais pas l'illustrer dans toutes les disciplines, ça prendrait un temps fou, donc je vais sélectionner ce qui est le plus pratique, si vous voulez, entre nous. J'ai pas de quoi montrer des tableaux, passer des films pour l'instant, ça viendra peut-être, mais je vais dire des illustrations audiovisuelles. Donc je vais prendre le support littéraire, hein, qui est le plus facile
à citer, à évoquer, et musical. Je ne pourrais pas vous le faire entendre, mais c'est plutôt pour des citations sur la musique. Vous allez voir qui se rapportent à notre propos de la répétition. Premièrement. Deuxièmement, il y a répétition dans les mouvements littéraires sous la forme d'une alternance classicisme-romantisme. Bon, j'ai dû le formuler comme ça. C'est à la hache un peu. Hein. D'accord. Donc, non, mais tu fais bien de rappeler parce que ce sont des notions qui demandent à être précisées. Ce sont des sujets, je parle au sens grammatical, là, hein, des sujets qui demandent à ce qu'on développe leur prédicat. Là, je suis en logique. Hein. Le chat est un mammifère. Le chat, sujet, ça c'est la grammaire, hein, est un mammifère, c'est le prédicat de chat. C'est ce qu'on dit de chat. C'est simple. Hein. Voilà. Or, là, on est en philosophie. Hein. On se par une interrogation sur le langage, hein, si vous regardez bien. Hein. Un petit recul sur la langue, quand même. Or, classicisme, romantisme, tant que ça reste des mots tout seuls, sans prédicat, sans qu'on dise ce qu'on entend par là, on va dire des bêtises, pour être poli. D'accord, on va tourner en rond et on va dire des bêtises. Et je vais donc essayer de rendre ces mots un peu plus concrets, c'est-à-dire de développer un peu leur prédicat. Et pour répondre à ta question. Et je dis depuis la Révolution française, là encore, c'est à la hache aussi, bien sûr, d'accord. Ça avait commencé avec Rousseau, par exemple, la modernité, hein, un peu avant la Révolution, hein, je veux dire, c'était dans l'air, hein, voilà ce que je veux dire, mais ce sont des repères, quand je parle de notre modernité, comme ça, bien sûr, c'est un concept plus précis, donc plus concret, plus ciblé, si vous préférez, un langage plus familier, que celui auquel les historiens désignent comme les temps modernes. C'est très précis aussi, hein, c'est périodisé, mais qui est plus vaste et plus extensif. Les temps modernes, vous savez, pour les historiens, il y a la préhistoire, je passe. L'histoire commence avec l'écriture, donc l'Orient, de l'Égypte à la Chine, en gros, hein, quelques siècles près, on va pas se disputer sur les premiers. Parce qu'il n'y a pas un premier que les autres ont copié, hein, il peut y avoir 3000 ans avant Jésus-Christ, ça apparaît à peu près en même temps en Chine, dans certaines vallées de l'Indus, et puis en Mésopotamie et en Égypte, l'écriture. Hein. Donc, l'Antiquité, de l'Égypte jusqu'au moment où le paganisme est relayé par le christianisme, jusqu'à la fin de l'Empire romain, en gros, si vous voulez, et qui est la dernière figure historique soit de l'Antiquité. Puis après le Moyen-Âge, et puis les temps modernes. C'est facile à retenir. Ils ne sont pas donné le mot. Il n'y a pas que les philosophes qui raisonnent par triade, des antithèses synthèses, et les historiens aussi. Hein. Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne. Moyen-Âge, c'est pratique. Moyen, ça veut dire milieu. On prend deux extrêmes, l'Antiquité et temps moderne, et puis tout ce qui est entre les deux, on fourre ça dans le Moyen-Âge. Je vous dis ça parce que souvent les gens croient que c'est... Surtout ceux qui ont utilisé dans leur scolarité secondaire en littérature la collection Lagarde et Michard, XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et puis il y a un petit volume Moyen-Âge, qui est le plus petit d'ailleurs. Sauf que le Moyen-Âge, c'est 10 siècles. C'est sûr de ne pas oublier ça quand même. Hein. Voilà. Donc les temps modernes, c'est ce qui commence à la Renaissance pour les historiens. Donc pour les amateurs de choses trop abstraites, tranchées à la hache, c'est... 1492, découverte de l'Amérique, c'est quand la Renaissance. Oh oui, c'est ces eaux-là, c'est en même temps l'imprimerie, l'élargissement du vieux monde au nouveau monde, etc. Bon, les grandes inventions, les fenêtres qui s'agrandissent, le soleil d'Italie qui rentre dans les châteaux de la Loire, au lieu des petites ouvertures qu'il y avait dans les châteaux forts médiévaux. Oui, c'est tout ça la Renaissance. Hein. Ça se tient, tout ça. La lumière nous vient du Midi, à ce moment-là. Il faudra 3 siècles avant que Madame de Staël dise la lumière nous vient du Nord avec le romantisme. Hein, on va y arriver. Il y a besoin de lumière. Là. Vous savez, c'est l'époque où on mettait un chêne entier dans la cheminée pour y cuire un bœuf entier d'ailleurs. Pas dans la cheminée de tout le monde. Hein. Les seigneurs, par exemple. Mais si vous faisiez 4 pas en arrière de la cheminée, il faisait déjà moins 10. Hein. Voilà. Avec la Renaissance, tout ça commence à s'arranger un peu. C'est l'époque où je mélange des choses exprès, hein, où Rabelais dit qu'il faut peut-être manger des légumes, mais pas seulement de la viande. Hein. C'était un médecin, Rabelais, il ne faut pas oublier. On rigole chez lui, mais c'est du sérieux. C'est à Montpellier qu'il a fait sa formation.
Bon, donc ça, c'est les temps modernes de la Renaissance, fin 15e, début 16e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et moi, dans ces temps modernes, j'appelle modernité, la vôtre, la mienne, celle qui commence avec ces deux grands craquements que sont la révolution industrielle anglaise, fin 18e, début 19e, et la révolution politique française. Avec comme passage entre l'ancien monde et ce qui est avant cette modernité et ce qui est là depuis, parce que nous sommes encore dans ces soubresauts, comme période de transition, cette période absolument irréductible à tout autre, courte, fulgurante, qui va de la fin de l'Ancien Régime au début du Nouveau et qui est en gros l'épopée napoléonienne, enfin disons des guerres de la Révolution et de l'Empire, hein, où l'Europe est labourée de l'Espagne à la Russie. Avant, il y avait des perruques, il y avait une place pour chaque chose, et que chaque chose à sa place, et quand tout d'un coup tout ça est terminé, Waterloo, ben, il y a un nouveau monde qui apparaît qui est le nôtre. Hein. Voilà, pour simplifier, en gros, c'est juste pour périodiser qu'on se mette d'accord sur les mots. Vous voyez, c'est ce que j'appelle donner un prédicat aux choses. Sinon, la modernité peut toujours ergoter en art, en musique. Bon. Donc, n'oublions pas quel était mon propos quand j'ai abordé ce qui fait l'objet de cette question, de la question de Wilfried, qui était très très pertinente. Et je suis content d'y revenir, je crois que je l'avais annoncé d'ailleurs qu'il faudra que je revienne. Je parlais de la répétition. C'était pour illustrer le concept de répétition, pour pas que ce soit justement un mot abstrait, sans rien comme ça, pour lui donner un petit peu de chair et de sang, bref, pour lui donner un prédicat, terme logique. J'ai dit, par exemple, à partir de la modernité, on assiste à une alternance entre ce qui est nouveau, et que du point de vue artistique, littéraire, mais pas seulement, il y a un romantisme historique, il y a un romantisme politique, il y a un romantisme même militaire. Bonaparte au pont d'Arcole. C'est pas classique, ça. C'est pas le maréchal de Turenne, vous voyez, un grand soldat, hein. C'est celui qui disait « Tu trembles, carcasse ». Il parlait à qui? Vous connaissez la formule du tremble carcasse, mais vous ne savez pas que c'est Turenne, hein. Pas tout le monde. À qui il parlait? À lui. Il avait peur sur le champ de bataille. Il parlait à son corps, à ce qu'on appelait la machine depuis Descartes à son siècle. Tu trembles, carcasse, mais tu ne tremblerais plus si tu savais où je t'amène, où je te conduis, hein, en langage des grands siècles. Voilà, grand héros, ça. Ça, c'est le vrai courage. Le vrai courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Sinon, c'est de la témérité, c'est pas du courage. Voilà. Non, mais Bonaparte, c'est autre chose. Et figure, hein, légende, reconstituée ou pas, c'est la présentation qu'il y a du soldat dans le Nouveau Monde, n'est-ce pas, du héros. Du héros. Il y a un texte célèbre dans l'histoire de la philosophie, célébrissime, c'est la fameuse lettre de Hegel qu'il a écrit au moment où il met le point final à son ouvrage le plus génial, La phénoménologie de l'esprit. Il l'écrit à Iéna, il met le point final au moment où Napoléon rentre dans la ville. Ça ne s'invente pas des choses comme ça. Cette œuvre qui résume toutes l'épopée humaine depuis l'apparition de l'homme jusqu'au temps moderne, là, où il dit mais le point final quand Napoléon rentre dans la ville. Quand l'histoire frappe à coups de canon à votre porte, là. Et il écrit à son ami Nithamers, j'ai vu l'empereur, cette âme du monde. L'âme, hein, pas l'esprit. L'esprit, c'est lui, Hegel. Dans sa tête. Mais l'âme, celui qui anime le moteur du monde, sans savoir ce qu'il fait. La ruse de la raison. Je me profite pour faire une parenthèse pour ceux qui sont très tracassés pour les problèmes matérialisme ou idéalisme et qui sont encore dans la métaphysique. On a le droit. Que le concept de ruse de la raison permet au moins, non pas de clore le débat, je ne suis pas là pour clore les débats, pour les ouvrir en philosophie, mais au moins de poser le problème sur d'autres bases et donc d'arrêter de tourner en rond. Si vous voulez un petit exemple justement de passer au stade supérieur de la spirale, en voilà un, je m'explique. Souvent on caricature Hegel en disant chez lui, l'histoire, c'est la raison qui s'accomplit, il y a une providence, il y a une finalité. En fait, tous les trucs sont comme archaïques maintenant qu'on sait que l'histoire, c'est abominable. On est postérieur à Auschwitz, comme on voulait, qu'on dise qu'il y a une providence dans l'histoire, n'importe quoi. Vous voyez, comme si Hegel disait que la raison, c'est le bien. Non. Quand on connaît un peu Hegel, on sait que la raison, c'est un prédicat de la liberté chez lui. Ça veut dire que chaque fois que l'histoire progresse, c'est dans le sens de la liberté. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire qu'elle progresse. Hein. Hegel est parfaitement conscient que tout peut s'écrouler, que tout peut être compromis.
à chaque moment de l'histoire, et un retour définitif à la barbarie, pour des raisons soit historiques, une guerre nucléaire généralisée, on n'en a jamais été si près. Soit des raisons naturelles, météorites qui pulvérisent la Terre, ça peut arriver tout ça. Hein. Il n'y a rien de contradictoire dans tout ça. Voilà, donc c'est pas garanti. Premièrement, c'est pas une providence divine. C'est pas un truc avec un happy end qui est décidé dès le début. C'est comme la crucifixion dans l'Évangile. Si c'était un truc où je suis sûr que je vais ressusciter au 3e jour, moi je le fais, vu la gloire qu'on en tire après, putain, ça vaut le coup. Hein. Non, dans l'Évangile, il disait bien, c'est pas ça. Jésus a l'angoisse au mont des Oliviers, il n'est pas sûr que ça marche. Et il s'écrit le fameux Eli, Eli, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est seulement à ce moment-là, quand il a le doute métaphysique, et pas seulement la souffrance physique, les coups de fouet, les épines, c'est seulement lorsqu'il a la souffrance métaphysique qu'il accomplit la condition humaine, quand il a l'angoisse de la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est dans le texte. Et il a une sueur de sang. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas une providence, c'est pas le happy end assuré quand même. Hein. C'est le risque mortel, salto mortale. Donc, je continue ma parenthèse sur la ruse de la raison. La preuve que c'est pas du tout ça chez Hegel, c'est qu'il associe la raison à la ruse. Or, ce petit théologien, je dis ce petit parce que quand ils étaient jeunes, Hegel, Schelling et Hölderlin, ils étaient étudiants en théologie. Il n'y avait pas de... ça commençait à titre embryonnaire des classes de philosophie à l'université. C'était subversif, c'est corrosif, la philosophie. Vous savez, ils étaient tous partis pour être pasteurs. Parce que leur maman avait dit, si tu veux s'en sortir du néant, de la misère, de la paysannerie des siècles passés, il n'y a qu'une voie, vous êtes des petits de rien du tout, vous n'êtes pas des aristocrates, vous n'êtes pas nés avec une particule. La bonne planque, c'est pasteur. Titulaire, une bonne petite femme, je veux dire, c'est pas les catholiques. Et un petit revenu assuré, voilà. Puis c'est pieux, quoi. Et tous, ils ont préparé les études de théologie, ce qui est excellent comme préparation à la philosophie. Au Moyen-Âge, on disait que la philosophie était la servante de la théologie. Elle s'en est un peu émancipée, quand même, à la fin du Moyen-Âge, avec tout le mouvement qui va de Montaigne à Descartes, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est un excellent entraînement, parce que les théologiens étaient de redoutables logiciens, vous savez. Hein. Et saint Thomas d'Aquin avait mis Aristote au programme de tous les étudiants en théologie, hein. Donc c'était bien pratique, c'était un très grand entraînement. Mais enfin, ils ne comptaient pas faire pasteur. Ils faisaient ça pour faire plaisir à leur maman, et après, ils essayaient de décliner en préceptorat. Ils cherchaient une famille qui les utilise pour donner des cours particuliers à leurs enfants. Voilà, à peu près tous fait ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que Hegel connaît très bien la théologie. Et il sait très bien, et vous le savez aussi pour ceux qui s'intéressent un peu à la chose, que les théologiens, qui ne sont pas idiots, appelle le diable le malin. Vous devinez le rapport, ce que je disais, la ruse. Le rusé, c'est le malin, oui ou non? Alors le malin, c'est pas Dieu. Si la raison ruse, c'est qu'elle n'est pas divine. Voilà ce que je suis en train de dire et de rappeler quelque part. Si la raison ruse, c'est qu'elle n'est pas toute puissante, c'est qu'elle ne peut pas aller tout droit à ce qu'elle veut. Ça, c'est ortho, c'est Dieu. C'est le tout droit. Ortho, c'est en grec, c'est tout droit. Hein. Ceux qui font pas de faute, là, qui écrivent avec droiture, l'orthographe, n'est-ce pas? Et les axes orthonormés. Ça, c'est droit, mais ça, c'est Dieu. Il est tout-puissant, c'est le tout-puissant. Donc, il n'y a pas besoin de décalage temporel entre ce qu'il veut et puis la satisfaction. Il ne va pas attendre en salivant. Non. Intéressant ce qu'on dit. Hein. Pas de temps, Dieu. Hein. Le temps, c'est un décalage. Il n'y a pas d'attente. Mais le diable, lui, qui a la puissance, attention, hein. Il a plus de puissance pour faire le mal que les pires méchants de la terre. Mais enfin, il n'est pas tout puissant, il est quand même un peu moins puissant que Dieu. Je vous dis ça pour montrer que ce n'est pas manichéisme non plus. Le manichéisme, c'est les deux puissances égales. Ça existe aussi, c'est une autre tradition religieuse en Orient, en Perse en particulier. La religion de Zarathustra, dans l'Antiquité, de Zoroastre, est le type même de la religion manichéenne, entre le dieu des ténèbres et le dieu de la lumière qui dispute l'univers pour l'éternité. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un tout-puissant.
chez les musulmans aussi, le tout-puissant, le bienheureux, hein, le miséricordieux. C'est un profond rapport entre les différentes religions dites du livre. Donc si la raison ruse, c'est qu'elle fait plutôt penser au malin qu'au diable qu'au bon Dieu. Soyons sérieux. Ça veut dire qu'elle est faible, quelque part. Et je veux dire, et je rappelle pour ceux qui ont un petit peu suivi, qu'elle est tellement faible qu'elle n'a pas d'existence. La raison, c'est ce qui devrait être. La liberté, elle n'est pas immédiatement là dans l'histoire, vous vous en doutez. Hein. L'histoire, pour Hegel, c'est l'histoire d'une libération. Une libération, c'est ni le déterminisme, qui exclut totalement la liberté, ni le fait de dire, mais non, on n'est pas déterminé, on est libre. C'est ni l'un ni l'autre. C'est le mouvement par lequel on passe d'un statut de déterminé, l'animal, déterminé par des lois physico, chimiques, biologiques, si vous voulez, à la liberté. C'est un mouvement. J'ai pas la clé, moi, hein, je ne peux pas trancher pour savoir si c'est le déterminisme ou la liberté qui a raison, mais je pose le problème différemment, dialectiquement. Le terme de libération permet de faire la synthèse entre le déterminisme et la liberté. J'insiste sur les suffixes. La liberté, c'est une qualité, on l'a ou on l'a pas. C'est le même T que dans qualité, liberté. La déterminabilité, la choséité. Bon, ça c'est un truc que, oui, on l'a pour l'éternité ou on l'a pas. Alors que la libération, vous savez, en français, c'est une désinence qui implique une action, un processus. Voilà. Je continue toujours cette parenthèse très importante sur la ruse de la raison, ce concept un peu plus mystérieux apparemment de Hegel, donc je suis content d'éclaircir pour une part. Si la raison ruse, c'est qu'elle ne peut pas arriver directement à ce qu'elle veut, pour résumer l'essentiel. Et Hegel, dès sa jeunesse, même avant la phénoménologie, dès la période d'Iéna, à chaque fois qu'il parle de la ruse de la raison, il prend comme exemple l'outil, la manière dont l'homme s'est constitué par la création de l'outil, mais dans les deux sens. C'est l'outil qui le crée aussi, l'homme, hein, bien sûr. Dans les deux sens. C'est ce qui est même beaucoup pré-marxien chez Hegel, le fait que c'est pas seulement l'homme qui crée l'outil, c'est pas le maître, c'est l'outil aussi qui crée l'homme. Je rappelle, Marx s'en souviendra, que Hegel est le premier à dire que le travailleur disparaît dans le procès de travail. Il s'y use, il finit par en mourir. L'objet travaillé disparaît dans le procès de travail. La carrière devient belle pierre quadrangulaire pour faire la pyramide, par exemple, n'est-ce pas? Objet travaillé. L'arbre devient une table, une chaise. Et entre les deux, il y a quelque chose de secondaire, l'outil, mais ça c'est juste un intermédiaire entre le travailleur et l'objet travaillé, les deux choses importantes. Vous voyez, on retrouve toujours l'idée logique de syllogisme dans cette pensée dialectique. Il y a deux extrêmes, moi, le cantonnier, en face de moi, le rocher, n'est-ce pas, que je vais faire des petits cailloux pour faire la route. Donc le sujet travaillant et l'objet travaillé. Et puis, entre les deux, secondaire, l'outil. Bon. Eh bien non, c'est pas secondaire. Ce moyen terme va devenir l'essentiel. Voilà pourquoi je m'attarde un peu. Ce qui semble, vous voyez, dans l'Évangile, on dit la pierre qu'il voulait rejeter est devenue la plus grosse de l'angle, la pierre angulaire. Ben, c'est pareil. Le moyen terme qu'on croit être secondaire, c'est lui qui émerge. Pourquoi? Parce que, je répète, le travailleur s'use dans le procès de travail, l'objet travaillé disparaît par définition dans le procès de travail, la matière demeure et la forme se perd, comme dit l'autre, mais ce qui reste, c'est l'outil. Et les enfants de la génération suivante ne vont pas recommencer à zéro, bravo pour la spirale et le ressort. Vous voyez où il peut y avoir tout d'un coup une synthèse entre progrès et linéarité, entre répétition et libération. Ah, vous croyez que je m'étais égaré, hein? Voilà, je rattrape ça avec le moulinet. Parce que c'est la ruse de la raison, on y est en plein. Grâce à l'outil, la génération suivante peut améliorer l'outil. Elle ne part pas de zéro. Et c'est comme ça qu'on passe de la pierre taillée à la pierre polie au bronze, du bronze au fer, et puis du fer à nous, c'est-à-dire à l'accélérateur de particules. C'est devenu ça maintenant, le galet éclaté. C'est l'accélérateur de particules. C'est un moyen, hein? C'est un outil, hein? Qui nous sert à faire des mesures, à vérifier des théories, Einstein, les quanta, quand même, hein? Bon. Je referme cette parenthèse sur la ruse de la raison. Retenez ceci, hein, au moins le quotient, si vous avez le droit d'oublier les deux tiers de ce que je dis, mais ce qu'il faut garder, c'est que la raison n'est pas toute puissante dans l'approche hegelienne de l'histoire,
La preuve, c'est qu'elle ruse, et elle ruse, et je finis maintenant, après je refermerai difficilement la parenthèse, c'est sa manière pour elle de rentrer dans l'existence, parce que jusque-là, la liberté n'est qu'une essence, mais qui n'a pas d'existence. Au départ, elle n'a pas d'existence. Elle a donc besoin de ce qui est déjà là, qui n'est ni raisonnable ni libre, pour se frayer un chemin. Les eaux impétueusement cherchaient leur cours, comme dit Lerline d'un fleuve qui se cherche. Les eaux impétueusement cherchaient leur cours. Et l'exemple typique, c'est Napoléon, puisqu'on en est là, et qui c'est le contemporain de Hegel. Exemple de ruse de la raison, c'est Hegel qui le prend comme exemple. Hein. Napoléon, lui, il existe. C'est pas la raison, c'est pas la liberté, c'est un petit Corse vaniteux, comme il y en a tellement chez moi. À commencer par moi. Hein. Je parle. C'est pas par mépris que c'est ça. Qui est assoiffé de pouvoir et de pognon, qui place sa sœur, ses frères, tout ça, c'est très corse, à la tête de tous les trônes d'Europe. C'est vrai quand même, hein, Joseph en Espagne, Caroline à Naples. Eh bien, bon. Il y a des Corses qui réussissent des fois, pas longtemps, mais quand même. Hein. Pas longtemps parce qu'ils claquent, c'est pas comme les protestants qui épargnent. Bon, bref. Donc, bref, il ne travaille pas pour la raison et pour la liberté, il travaille pour lui. Et bien la raison se sert de son ambition, de ses finalités particulières, aveugles, égoïstes, pour créer l'État moderne. Je vous ai dit tout à l'heure, après l'épopée napoléonienne, le monde est différent. Il y a le code civil, que les 3/4 des pays d'Europe, on utilise encore les 3/4. Il y a le système métrique, il y a tout ce que vous voulez, qui a été créé avant Napoléon, hein, par la Convention, le plus grand gouvernement sans doute que la France ait eu avec celui de la Libération et du Front populaire, quand même, hein, la Convention. Mais enfin, je veux dire, le côté historique de Napoléon, c'est qu'il n'est pas revenu à l'Ancien Régime. On fait une croix sur tout ça. Il a très bien compris qu'il fallait garder le drapeau bleu-blanc-rouge pour ne pas venir à drapeau à fleur de lys. Et quand il est arrivé en Allemagne, il a joué le jeu des progressistes allemands. Je vais vous débarrasser de vos petits roitelets, machin, qui datent du Moyen-Âge. Ils ne se sont pas fait dire deux fois. Hein. Dans la grande armée, à la fin, vous savez, à Wagram et là, où les grandes boucheries de la fin de l'Empire, il y a plus d'Allemands dans la grande armée que de Français. Hein. Ça n'existait pas l'Allemagne, enfin, de soldats venus des pays germaniques. Voilà quoi. Donc, je tiens à le préciser, Napoléon croit agir pour lui, mais la raison se sert de ce qui existe, puisqu'au départ, elle n'a pas d'existence. C'est ça qu'il faut retenir, car elle a l'air un peu complexe. L'essence qui n'a pas d'existence. Sinon, la liberté reste une idée platonicienne. Il y a l'idée de liberté là-bas, dans le cosmos noétos. Enfin, là-bas. Au-delà. Là-bas, encore, je peux regarder. Mais au-delà, je ne peux pas voir. Vous savez, chez Platon, on peut concevoir, mais pas voir, hein, le monde des idées. Ce qu'on voit, c'est le monde, c'est le cosmos aesthésis, le monde sensible. Ce n'est pas le monde intelligible, noétos, voilà. C'est un au-delà. Platon dit qu'on y est avant la naissance et on y retourne après la mort. Là, on est dans le métaphysique, attention. Alors que là, avec Hegel, vous voyez, la raison, la liberté, le métaphysique rentrent dans l'existence, le Dasein. Et c'est ce qui fait dire à Hegel que l'homme est le der Daseiende Begriff selbst, le concept même existant. Et l'homme n'est pas, à cette époque-là, ou à cette époque-là, il est le mouvement de faire exister le concept, justement. Oui. Et donc de se libérer progressivement de la nécessité. Mais pas d'une manière providentielle. Je veux dire, c'est pas programmé de telle manière qu'on est sûr que ça réussisse avec quelques sacrifices au passage. Ça peut... Je dis ça parce que c'est important. Hein. La liberté, c'est pas le bien. L'humanité peut décider d'user de sa liberté dans le pire des sens, à chaque instant, n'est-ce pas? Voilà. C'est un rappel. Donc, la raison se sert d'un Napoléon, et là, je termine pour de bon, une fois qu'il a rempli son rôle au profit de la raison et de la liberté, la raison le prend et le jette à la poubelle de Sainte-Hélène. C'est terminé, Napoléon. Individuellement. Lui, il a cru agir pour lui. Non. Il était là pour l'esprit. Une fois que c'est terminé, on n'a plus besoin de lui. Voilà, en gros, un exemple de ruse de la raison. Donc, je reviens à cette époque, j'ai fait un découpage précis, quoi, fin 18e, début 19e jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir de là quelle alternance que j'ai essayé dont j'ai essayé de vous faire prendre conscience la dernière fois, parce qu'on n'en parle pratiquement jamais. Alors, là, je vous l'ai promis, donner un sens un peu plus concret à des mots comme classicisme ou romantisme.
on peut les prendre soit en termes strictement historiques. Le classicisme français, c'est le XVIIe siècle, c'est Racine, c'est Molière, c'est même pas encore tout à fait le jeune Corneille, et attention, hein, je veux dire, c'est très précis, c'est même la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le tableau, là, mais... en gros, si vous voulez, là, je fais une parenthèse sur le classicisme, on est bien d'accord, hein, je m'éloigne pas, hein, mais je m'attarde. Au sens strict, c'est ça. Si vous prenez le XVIIe, alors le XVIIe, c'est pas 1600 à 1700. Hein. Si, officiellement c'est ça, mais ça c'est abstrait, ça ne vous renseigne pas, c'est des numéros. 1610-1715, c'est déjà un peu plus concret. Ça veut dire mort de Henri IV à mort de Louis XIV. Vous voyez, là, Henri IV, c'est le dernier roi de la Renaissance, donc il ne faut pas le mettre dans l'âge classique. C'est celui qui a eu l'intelligence de... Ah, ça va commencer après sa mort, hein, le classicisme. Lui, il venait de... Henri IV, il venait des Pyrénées, là. Il devait avoir l'accent de Toulouse, vous voyez. Et oui, et oui. Non, j'ai dit ça parce que je l'entends dire, c'est cette fameuse citation. Il n'avait pas encore tout à fait le pouvoir, mais il avait déjà gagné militairement. On lui avait dit, oui, vous n'y pensez pas, vous ne pourrez jamais régner à Paris, vous êtes protestant et c'est des catholiques. Et alors, Paris vaut bien de messe. De l'intelligence. Le bon roi Henri. Mais oui, Paris, il y a les jolies filles, ça, je ne veux pas m'emmerder, histoire de religion. T'es fada, moi. Paris vaut bien de messe. Il se convertit, voilà. Il y a longtemps que la France a un problème avec la laïcité et la religion, je vous le dis. Hein. Il y a longtemps. Bon, ça, il faut attendre qu'il meure pour que la Renaissance soit vraiment finie, ça commence. Mais ce n'est pas encore le classicisme. Le classicisme, vous devinez, vous avez des notions d'ordre, de symétrie, d'harmonie, de règles, de grandeur aussi. C'est pas ça l'époque de Louis XIII. D'abord, il y a deux régences. Quand Henri IV meurt, Louis XIII est trop petit, donc il y a une régence. Richelieu. Puis c'est pas rien, hein, c'est lui qui produit pratiquement la monarchie absolue. Vous savez, quand il interdit les duels, vous savez tous que c'est Richelieu qui a interdit les duels. Ça s'appelait une castration, ça. Mais oui, c'est un peu le phallus des nobles, l'épée. Hein. La noblesse d'épée, on disait. Pour distinguer la noblesse qui a acheté son titre avec de l'argent. La bourgeoisie qui est devenue noble en payant. À partir de 1610, l'édit de la Paulette, c'est la vénalité des charges. Avant, il fallait naître noble pour être noble, c'est un rappel. Maintenant, on peut le devenir, il suffit de payer. Puis le noble, il est bien content de marier sa fille à un bourgeois qui a de l'argent. Le bourgeois, il est content d'avoir une fille de la noblesse. Ça, c'est l'histoire de France. Ça s'appelle redorer le blason. C'est joli, ces expressions. Hein. Bon, bref. Elle expliquait ça à quelqu'un qui est dans le milieu de l'Ouest. Il y a de l'histoire, là. J'essaie de rester dans l'actualité. Hein. Et puis, il y a une régence. Après, je saute après Louis XIII, je vais y revenir. Quand Louis XIII meurt, Louis XIV est trop petit. Et là, c'est la régence de Mazarin, l'Italien. Celui grâce à qui on a... Vous connaissez le pont des Arts à Paris, quand même. Hein, il y a le Louvre d'un côté. Moi, je ne pourrais pas y dormir, c'est presque trop grandiose, ça m'écraserait. C'est personnel, hein, je veux dire. Enfin, c'est un peu... Bon. De l'autre côté, il y a... Alors, pour moi, c'est la maison idéale, si je pouvais l'acheter, la bibliothèque Mazarine. Vous voyez? C'est là où il y a l'Académie française. Là, c'est à l'échelle humaine, il y a quoi? Il y a un étage. Hein, puis il y a un petit pavillon pour écouter la musique là-haut, c'est une merveille. Hein. Mazarin, il a dû en mettre de côté Mazarin pour se payer ça. Hein. Mais enfin, il a fait beaucoup pour le royaume. Il n'y a rien à dire. Je suis en train de dire régence, deux régences en si peu de temps. Non, je suis sérieux. Instabilité politique. On n'est pas dans le classicisme, on n'est pas dans l'ordre. Alors que Louis XIV, après Louis XIII, ça va être le règne le plus long de l'histoire de France. C'est ça le classicisme. C'est sous son règne qu'il va y avoir tout d'un coup l'apogée du classicisme. Sous le règne de quelqu'un qui le premier a dit l'État c'est moi. C'est terminé vos histoires. Le problème politique, il est réglé. Avant, il n'était pas réglé sous Louis XIII. La régence, la Ligue, la Fronde, le roi est menacé. Louis XIV, à 13 ans, n'oubliera jamais qu'il est obligé de fuir. Il a failli se faire lyncher par les partisans des ligueurs dans Paris. Les gens venaient manger les tripes des pendus, excusez-moi, de la famille de Mazarin, tellement qu'ils avaient la haine, et les Italiens, on appelle l'homosexualité le vice d'Italie. Vous savez que nous, on n'a aucun défaut en France. Il y a des capotes anglaises ou le vice d'Italie, mais nous on est impeccable. Voilà.
J'avais sorti ça des Ivoiriens que j'avais comme élèves. J'ai dit, vous Ivoiriens, vous n'avez aucun défaut. Hein. Quand il y a un voleur, c'est un Burkinabé. Quand il y a un criminel, c'est un Malien. Quand il y a une prostituée, c'est une Ghanéenne. Ça les a fait rire. Ils étaient beaux joueurs. C'est les plus riches de la région, alors bien sûr, c'est les autres qui ont des défauts. Salauds de pauvres. Et donc, c'était terrible, l'instabilité politique sous Louis XIII. C'est pourquoi il n'y a pas la grande culture de cour sous Louis XIII. Versailles est un petit pavillon de chasse. Vous voyez, Louis XIII est au Louvre. Et la culture ne se fait pas à la cour, mais dans les salons. C'est l'époque des précieuses. Vous voyez, tout ça se tient très bien. Il y a une logique des choses et des événements. Ça, c'est Louis XIII. C'est pas le classicisme, c'est le baroque. C'est magnifique, attention. Hein. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien. Hein. Il se passe des cartes, il se passe dans la pensée, qui est à la fois le dernier grand de la Renaissance et le premier grand de ce qui va suivre. Et puis, il y a, au théâtre, il y a Corneille, quand même. C'est notre premier grand tragique. Hein. Et vous voyez, dans Corneille, le problème politique n'est pas réglé. Vous voyez ? La valeur par excellence, c'est l'honneur. Je m'attarde parce que classicime, c'est des mots abstraits, sinon. Ça devient concret. C'est l'honneur. Or, l'honneur, ça suppose une relation à l'autre, quelque chose de collectif. Qu'est-ce que c'est mon honneur sur une île déserte ? Qui va vérifier ? Qui va me déshonorer et qui va au contraire m'admirer ? Ça ne veut rien dire. C'est par rapport à une collectivité. C'est collectif, c'est la famille. Je venge l'honneur de la famille. C'est un Corse qui vous le dit. Et oui, on a voulu m'impliquer dans l'état de vendetta, je m'en suis tiré comme j'ai pu. Hein. Et puis, il y a l'honneur par rapport à son pays. Le guerrier qui défend son pays, vous voyez, le Cid, vous avez les deux. Hein. Rodrigue, il commence par venger son père au début de la pièce, là, qui avait été humilié. Terrible sacrifice, parce que c'est sa fille dont il a mouru, elle allait bientôt se marier. Vous voyez, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour chez Corneille. Ça va être chez Racine après. Mais l'honneur est au-dessus. On est prêt à ça. Il n'est pas moins amoureux, Rodrigue, qu'un amoureux racinien. Et il est peut-être même d'une manière moins malsaine. C'est pas un jugement de valeur, hein. Vous savez que j'adore Racine. Enfin, c'est les pervers, les raciniens. C'est les mecs qui courent après le premier jupon qui passe. Chez Corneille, c'est pas ça. Au contraire, on sacrifie la femme qu'on aime. Ah ben mon père s'est fait gifler, je ne peux pas laisser ça comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis après, il y a le roi qui m'appelle pour aller sauver l'Espagne de ces salauds d'Arabes. Déjà, vous voyez, les Maures, les Corses, quoi. C'est un peu mélangé tout ça à l'époque, les métèques. Bon. Et dans les deux cas, il est là, il est le héros. Vous voyez. Donc, ça exprime bien l'époque où le jeu politique n'est pas fait. J'ai beaucoup Descartes et dit il faut rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Il y a encore, vous voyez, un challenge. À partir du moment où Richelieu interdit les duels, et je vous l'ai dit, c'est une manière un peu de couper le zizi à l'aristocratie, ça fait des siècles qu'elle régnait par l'épée. C'est tout le contraire. De l'instabilité à la stabilité, le plus long règne de l'histoire de France, je me répète. Moi, Louis XIV, j'agrandis le château. Surtout les ailes. Il y a tellement de gens à loger. Je ne veux pas qu'ils fassent la guerre dans mon dos en province. C'est réglé tout ça. C'est moi le pouvoir. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je vais vous donner du Lully, du Racine et du Molière. Et même, je vais les faire collaborer. Racine et Molière vont vous faire le bourgeois gentilhomme. Vous voyez ? Et même Lully va faire la musique. Vous n'allez pas vous ennuyer. C'est Versailles. Du coup, les problèmes politiques, disons, allez, soyons philosophiques, les problèmes de relations au monde extérieur étant réglés, les problèmes s'intériorisent. Et ce n'est plus Descartes, c'est Pascal, c'est plus la problématique technico-scientifique, prométhéenne, comme chez Descartes, rendre l'homme maître et possesseur de la nature, c'est une problématique religieuse. Le problème de... Pascal est un immense savant qui ne cède pas un iota à Descartes en puissance scientifique. N'oublions pas qu'à Pascal, on lui doit le calcul de probabilité. On lui doit le triangle de Pascal, c'est un peu moins connu ça du grand public, mais c'est très connu des mathématiciens, par lequel il a frôlé le calcul infinitésimal, au point que Leibniz, le grand Leibniz, qui va ouvrir le calcul infinitésimal avec son concurrent Newton, à peu près en même temps, avait des espions pour hériter des manuscrits de Pascal à sa mort, vous voyez.
Non, non, c'est un très grand savant, donc c'est encore plus fort, qui s'humilie comme savant en disant que tout ça c'est rien, la science, tout ça, ce qui compte c'est le salut. Voilà, non, je ne fais pas un développement là-dessus, c'est pas mon sujet. Mais vous voyez, mon sujet c'est le contraste incroyable de deux époques. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? On est passé de l'instabilité politique à la stabilité. Le problème étant réglé au niveau de l'État, les choses s'intériorisent. Il ne s'agit pas de conquérir le monde comme chez Descartes, hein, mais de sauver son âme. Avec Pascal. Au théâtre, pareil. Il ne s'agit pas de venger mon honneur par rapport à un monde extérieur qui me regarde et qui m'évalue pour voir si je serai à la hauteur de mon honneur menacé. La famille, la cité, le royaume. Mais il y a une problématique amoureuse. Racine. Ce n'est plus l'honneur auquel on sacrifie l'amour, c'est la passion à laquelle on sacrifie la raison. Jusqu'à la folie. Ça, c'est Racine. Je vous dis que c'est des pervers. Qu'est-ce qu'elle dit Phèdre à sa servante? Serre donc ma fureur et non point ma raison. Mais carrément, attention, hein. Voilà, c'est magnifique les deux, c'est pas la question. C'est le jour et la nuit. L'un est l'inverse de l'autre. Racine, c'est Corneille multiplié par -1. Je ne sais pas comment vous le dire. Voilà. Hein, c'est l'inverse, c'est pas seulement différent. Et alors là va apparaître le classicisme. C'est quoi avant tout? Si c'était en un mot, mais en un mot sur un peu appauvrissant, mais enfin ça permet de repère, de petits fanals dans la tempête la nuit, l'unité. L'unité. Regardez les maisons de Paris là, du grand siècle, elles ont, vous savez, les fenêtres, il n'y a pas besoin de faire des cariatides, des sculptures, des machins, un grand rectangle. Et l'unité des façades. Hein. Alors en Italie, on vous met des trompe-l'œil, des peintures. Là, non, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien. Le rectangle, vous allez à l'île Saint-Louis. Surtout du côté de la rive droite, oui. Voilà, du côté qui regarde la rive droite. Vous savez, là où devant chaque portail, il y a marqué « Ici habitait le premier oboïste du roi, ici le surintendant des finances ». Ah oui, il y avait de quoi se mettre. Se payer un hôtel dans l'île Saint-Louis quand on était surintendant des finances à l'époque. Hein. Et l'unité. J'ai pris des exemples plastiques, bien sûr. Hein. Le plus grand ensemble classique dans Paris, c'est les architectural, hein, c'est les Invalides. Et le plus beau après, c'est le Val-de-Grâce. Malheureusement, le Val-de-Grâce, on ne voit que l'église quand on passe de la rue Saint-Jacques, mais il faut voir, quand on passe derrière, dans le boulevard Saint-Jacques, essayer de jeter un coup d'œil sur l'ancien bâtiment, avant le nouveau bâtiment de Val-de-Grâce moderne. Hein. C'est une splendeur, mais c'est une unité. Et ça commence un peu à la fin de Louis XIII. Vous voyez, regardez la place des Vosges. Je connaissais un architecte qui se moquait du fait que chacun veut avoir sa villa un peu différente des autres, mon rêve, etc., et que ça fait la banlieue, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Moi, j'aime beaucoup humainement la banlieue. Hein. Enfin, architecturalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est un peu de bric-à-brac, de bric et de broc, comme vous voulez. Et il disait, l'architecte en question, ironiquement, quelle monotonie que la place des Vosges. C'est vrai que tout est pareil, avec splendeur, l'unité. Unité, stabilité, ça va ensemble. On va y revenir. Je décline l'unité au théâtre. Vous savez bien la règle des 3 unités. Une pièce classique doit se dérouler en un jour, une seule action, hein, et non pas des tas de péripéties, comme il y en a dans les romans modernes, qu'il y avait déjà à l'époque, hein, attention. Ce qui faisait le plus fureur à l'époque, c'était les romans, comme on les appelait. On ne précise même pas, quand on dit les romans sans préciser, c'est les romans qui fleurissaient à l'époque, avec des auteurs un peu oubliés, mais je pense à D'Urfé, ceux qui ont survécu, Honoré d'Urfé, et des gens comme Voiture, qui est un grammairien par ailleurs, je veux dire, et où il y a des tas de héros qui meurent 36 fois, qui reviennent déguisés, qui sont noyés, qui ressuscitent, enfin bref, voilà. Mais ça, c'est pas le théâtre classique. Ça, on n'en veut pas à la cour. À la cour, ce qu'on présente, c'est une seule action qui se déroule en une seule journée et dans un seul lieu. Bah écoutez, le Cid, c'est pas ça. Vous voyez que le Cid, déjà, il répond pas à cette règle-là. Il y a 2 actions. Il y a venger son père et puis après défendre le royaume contre les Maures. Donc déjà, on est encore dans le baroque. Voilà pour ce qui est du classicisme. Je continue à le creuser. Je donne maintenant des déterminations transhistoriques. Je n'ai pas dit anhistoriques, hein, elles sont très ancrées dans l'histoire, mais transhistoriques. C'est-à-dire, je change d'époque. Là encore, regardez Versailles, hein, je veux dire pas seulement l'architecture, mais tout, y compris
le répertoire du théâtre classique, le modèle, c'est les Grecs. Ça aussi, c'est typique du classicisme. Tout classicisme a pour référent absolu la Grèce. La Grèce classique, pas la Grèce archaïque, pas la Grèce hellénistique, mais la Grèce hellénique. Oui, c'est précis tout ça quand même. Hein, vous voyez, la Grèce archaïque, vous savez, j'en avais un peu parlé la dernière fois, les kouros, vous savez, les premiers kouros, qui sont moitié égyptiens par leur raideur encore dans l'attitude, n'est-ce pas, avec les cheveux encore qui rappellent un peu les coiffures des pharaons, mais qui ont déjà un sourire qui annonce un peu la détente grecque. Et je vous avais dit, ne me faites pas faire des jugements de valeur que je ne fais pas. Je ne suis pas en train de dire, parce que c'est raide, que la sculpture égyptienne est moins belle que la grecque. Hein. Il y a une puissance de mystère qui est propre à l'art égyptien et qui n'a aucun équivalent après, ni avant. Non, mais je montre les différences, ce qui caractérise l'un par rapport à l'autre. Donc, il y a déjà ce sourire chez le kouros, un peu intermédiaire. Je vais dire ça pour la Crète, si vous vous rappelez, pour parler de Dédale. Ça, c'est la période hellénistique. C'est pas encore tout à fait... archaïque. Au théâtre, c'est Échille. C'est pas encore Sophocle, c'est pas l'histoire d'Oedipe et d'Antigone. Il y a très peu de personnages. Le cœur a beaucoup d'importance. Le collectif a beaucoup plus d'importance que l'individu encore chez Échille. Vous voyez ? Et la langue elle-même, les hellénistes le savent mieux que moi, je ne suis pas un spécialiste, la langue elle-même est plus difficile à traduire, elle est plus ancienne. Voilà. Puis la période d'Homère, hein, par excellence, est archaïque aussi, hein, je veux dire. On ne sait même pas s'il existait Homère, vous voyez, on n'a pas beaucoup de documents, alors qu'à l'époque d'Aristote ou de Périclès, on peut pratiquement suivre à chaque demi-journée ce que fait Platon, presque, hein, ou Aristote. Et n'en parlons pas plus tard dans l'Empire romain. Donc, la référence absolue, c'est la Grèce, et la Grèce classique. C'est la Grèce à son sommet. C'est-à-dire la mi-journée. Mais la mi-journée, entre nous, c'est de 11h à 14h. C'est des conventions, ça, hein, vous pouvez dire. Eh bien, la Grèce, c'est midi, pour les classiques. Pile. Avant l'heure, c'est pas l'heure, pour le dire à l'allemande. Hein. Voilà, c'est pas midi 1, c'est pas 11h59. C'est midi. Et autrement dit, il y a une mesure. Puisque j'ai dit que s'il y avait un seul mot pour résumer le classicisme, ce serait l'unité. S'il y a un mot pour résumer la culture grecque, c'est la mesure. Et ne croyez pas que la mesure, ça veut dire Bérou. Oui, je parle de l'homme politique, c'est-à-dire le centre. C'est pas une espèce de petit compromis, là, comme ça, je veux dire. Tous ceux qui étaient pétainistes, je ne parle pas de Bérou, hein, c'est pas son cas. C'est pas mon parti, mais enfin, c'est pas. Il y a pire. Comme ministre de l'Éducation, ça n'a pas été le pire de ce qu'on a eu, ça, étant passant. J'ai envie de citer, égal à la facilité avec laquelle l'esprit se satisfait, on peut mesurer l'étendue de sa perte. Mais enfin, je veux dire, il y a pire. Non, mais en tout cas, c'est un compromis, c'est un centre, c'est mou, quoi. Oui. On prend un peu des extrêmes, un peu là, on fait un compromis. Non, la mesure, c'est tout le contraire. Si vous voulez la comprendre chez les Grecs, il faut voir le funambule qui est sur la corde. Il faut que ce soit midi pile. Si c'est midi 1 ou 11h59, je me casse la gueule. S'il y a 1 millimètre de trop à gauche ou à droite, 1 gramme, pardon, de trop à gauche ou à droite, je me casse la gueule. C'est périlleux. C'est une mesure à maintenir. Face à quoi ? Face au monde dans lequel nous habitons au départ, c'est-à-dire la nature, avant que l'homme ne l'aménage, qui est un monde démesuré. Un monde aorgique, comme dira Hölderlin dans ses plus profondes réflexions. Le contraire de organisé, aorgique. Hölderlin serait un des premiers à très bien beaucoup réfléchi, vous le savez, à la Grèce. Il a très bien compris que la Grèce est tout le contraire de la juste mesure, le juste milieu. C'est des gens qui viennent de l'Orient, donc de l'Orient, c'est l'infini, le contraire de la mesure, la panique. L'Orient, c'est ça. Hein. L'infinité orientale. Regardez le temple hindou, ça grouille de motifs. Hein, vous voyez, comme si c'est, comme dirait admirablement Hegel, son esthétique, il y a un contenu qui cherche une forme et qui ne la trouve pas, et ça violente le matériau. Il y a des dieux, il y a 2000 dieux sur 3 mètres carrés d'un temple hindou, vous voyez. C'est magnifique, hein, je ne suis pas jugement de valeur, mais c'est ce qui le caractérise. La profusion à l'infini de la plastique orientale. Ou alors l'infini dans la dimension, ça c'est l'Égypte. Et puis bien sûr les religions de l'infini. Il n'y a que ça. Toutes dans un mouchoir de poche qui s'appelle le désert. Un mouchoir de poche géographique, c'est dans ce petit mouchoir de poche, le désert, que sont apparus. Je dis dans l'ordre chronologique pour ne frustrer personne par les temps qui courent, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Dans un pays de désert, les trois.
Vous comprenez pourquoi? Parce que quand il faut être dans le désert pour comprendre qu'il n'y a rien à attendre de la nature. Il n'y a pas de salut, ou s'il y en a un, c'est au-delà. Ça y est, ça commence les religions de la transcendance. Il a fallu des religions de désert pour que l'homme compte que sur lui-même. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ah ben non. Voilà. Donc les Grecs, ils viennent de ça. Et ils savent que pour en arriver à l'angle droit, le Parthénon, le temps de Poséidon, c'est un équilibre toujours précaire, toujours fragile. Une épingle sur un fil. Une épingle, un équilibre sur un fil. L'image n'est pas de moi, j'aimerais bien. Je ne suis pas un créatif, moi, je fais que transmettre. Mais j'ai trouvé ça dans le livre des morts tibétains. Vous savez, le livre des morts tibétains, c'est un rituel qu'on lit à l'oreille du bhikkhu, comme on dit dans le bouddhisme, du moine bouddhiste, au moment où il va mourir, pour lui dire, attention, là, il ne faut pas que tu rentres dans les réincarnations, il faut que tu arrives à t'en tirer le plus vite possible, à arriver au nirvana. C'est extraordinaire, c'est une espèce de gymnastique métaphysique, vous voyez, de conseils qu'on souffle à l'oreille de l'agonisant, pour pas qu'il tombe dans les réincarnations et qu'il ait le salut le plus vite possible. Et on lui dit, bon, au début, tu vas voir la lumière éternelle, etc. Et ça, c'est le moment le plus dur à supporter. Il dit, imagine-toi que ton âme, c'est une épingle en équilibre sur un fil. Oui, c'est pas moi qui ai inventé l'image. Ben, la mesure grecque, c'est ça. Et à ce moment-là, tout d'un coup, les statues, vous les voyez différemment. C'est un mouvement arrêté. Regardez bien, c'est fascinant. C'est une action entravée. Hein? Il y a un film, je connais, je suis pas un très bon cinéphile, mais un peu chaotiquement, Alyosha, c'est qui? C'est l'année dernière, Marianne Bad, il est mort il n'y a pas longtemps. C'est René, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais tout se passe dans un jardin à la française, on voit des statues qui sont admirablement filmées pour ce que je viens de dire. Il y a tout d'un coup des zooms sur les statues grecques, et elles sont tout d'un coup d'une intensité dramatique, alors que apparemment, c'est l'harmonie, l'équilibre, le bonheur, voilà. Et puis, vous connaissez tous ces mythes. On en a suffisamment parlé, je ne vais pas trop m'attarder, n'est-ce pas? C'est toujours... la tragédie grecque, c'est quelqu'un qui a transgressé la mesure et qui donc doit être châtié. Voilà. Soit la mesure au sens le plus simple, l'espace, Icare qui va trop haut, soit même la connaissance, il ne faut pas trop vouloir connaître non plus, c'est Oedipe qui veut trop savoir. Il tourmente trop son cœur, Oedipe. C'est ce que dit le cœur. Il n'a pas appris à interpréter le nouveau par l'ancien. Il veut absolument qu'il y ait du nouveau. Il tourmente trop son cœur, Oedipe. Oui, le conseil du cœur. Voilà. L'unité classique se réfère à la mesure grecque. Vous voyez que le cycle de Louis XIV, ça ne peut pas durer éternellement. Mais c'est le plus long. Et il va marquer, vous le savez bien, le château des rois de Prusse. Si vous allez à Berlin, le Versailles allemand, vous connaissez sans doute. C'est quoi le Versailles allemand? La petite ville, pas loin de Berlin, où il y avait le château des rois de Prusse. Mais tu connais, hein, Potsdam, oui. T'y allais? Ça vaut le coup. Il faut voir les vignes de Frédéric. Elles sont sous verre, hein. À Berlin, il fait -20. Il a les vignes. Déjà c'est un peu français. C'est imitation française, toute l'Europe à l'époque. Vous savez comment il s'appelle, le château de Frédéric? S'il y en a qui le savent. C'est désarmant. Ça vous résume les rapports de l'Allemagne à la France. Et vice-versa. Le château, sans souci. En français dans le texte, hein. Sans souci. La France est sans souci. Alors que, comme dit Nietzsche, l'Allemande traîne son âme comme un boulet. Là, château sans souci. On imite Versailles, c'est léger. C'est le modèle. À l'époque, n'est-ce pas? C'est tout ça. Alors, pas de sang sur la scène. Je vais arriver au romantisme, c'est pour ça que je précise, n'est-ce pas? L'action se passe à l'extérieur de la scène. Dans le théâtre racinien, on ne voit pas les gens s'étrangler, etc. C'est tout le contraire d'un film avec de l'hémoglobine, n'est-ce pas? C'est moderne. C'est post-romantique. Et les auteurs romantiques vont bientôt se plaindre en disant bon, on ne voit jamais le plus intéressant, c'est la baston. Je caricature un peu, mais vous lisez la préface à Cromwell de Hugo, c'est ça. Hein, c'est que chez Hugo, on voit vraiment là, au théâtre même des histoires de cap et d'épée, et puis au cinéma, bientôt à l'opéra, on va voir pire. Enfin, regardez dans Verdi ou dans Wagner. Pire ou mieux, hein. Plus grave, plus sanglant. Donc, j'en arrive à notre séquence. Oui,
c'est le romantisme qui est la première explosion qui manifeste l'expression de cette modernité. Donc je donne à romantisme son sens ici le plus extensif. Je ne vais pas répéter qu'il y a romantisme pas seulement dans les arts et les lettres. On peut même par plein de côtés faire équivaloir romantique et moderne. Vous allez voir pourquoi après ça va devenir problématique. En tout cas, à l'époque, c'était évident. À l'époque, c'est-à-dire dans le premier tiers du XVIIIe siècle, par exemple. Là encore, je donne des découpages officiels, donc ils ne sont pas très opératoires. Officiellement, dans les histoires de littérature, on fait terminer notre romantisme en France en 1853, comme si en 1853, au 31 décembre à minuit, on passait du romantisme à ce qu'il y a après. Bon, il faut bien des repères, c'est quand même utile. C'est parce que c'est la date de l'échec des Burgraves, une énième pièce qu'a fait Hugo, mais qui a bu la tasse, qui a fait un bide, je ne sais pas comment on dit. Et donc on a vu que c'était fini, c'est commencé à passer de mode un peu. En gros, vous voyez, après le milieu du siècle, donc là je donne ma périodisation, c'est pas la mienne, c'est celle que vous apprenez dans les écoles. Romantique, 19e siècle. Hein. Alors là, je vous ai dit pour le 17e, 1610, 1715, mort de Henri IV à mort de Louis XIV. Là, pareil, pour le 19e, c'est pas 1800, 1900. Hein, c'est 1789. C'est un meilleur découpage, à 1914. Après la guerre de 14-18, il y aura un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des vraies ruptures. Si vous voulez faire un découpage un peu plus concret que des simples chiffres abstraits, voilà. Hein. On peut améliorer, hein. On peut raffiner. Moi, je suis pas dogmatique. Tout ça, c'est nous qui décidons. C'est l'intelligence. Il n'y a pas un réel auquel on doit se conformer. C'est nous qui construisons le réel. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a dit ça de la table la dernière fois. Ce rocher sera notre table en pique-nique, on a dit. Il n'y a pas une table en soi. C'est selon ce que nous voulons qu'on décide que ce rocher est ma table ou pas. C'est-à-dire selon la fonction qu'on vise. Oui, il est plat, il se prête au fait d'écrire ou de manger ou d'étaler le saucisson. Ou la choucroute ou le couscous. Donc, là, c'est la même chose. On peut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tenir compte de cette espèce d'entracte qui n'est ni l'Ancien Régime ni le Nouveau, mais la passation mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire entre les deux, c'est tout ce qui va de 1789 à Waterloo. Et faire commencer la grande période romantique, enfin le 19e siècle, historique, de 1815 à 1914. Ça ne bouge pas par contre. L'avantage avec ce deuxième découpage, qui est plus affiné que le premier, c'est qu'il est en phase avec notre époque, c'est-à-dire la culture dominante, elle est anglo-saxonne, ça date de Waterloo. Je vous ai dit tout à l'heure que le roi de Prusse au XVIIIe siècle, il appelle encore son château Sanssouci, et Christine de Suède, à l'époque, elle a vite Descartes. Il s'en remettra jamais, le pauvre, il a pris un de ses coups de froid là-bas en Suède, il est mort de la poitrine. Mais elle était intelligente. La Catherine de Russie, la grande Catherine, se faisait conseiller par Diderot. C'était les French Doctors déjà. Ça avait de l'allure, c'était autre chose que les sous-trotskars français conseillés en bouche pas pour bouffer du russe, hein, quand même. C'était autre chose quand même. Oui, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez pas, vous savez, le Bush qui a envahi l'Irak, là, vous savez, l'ivrogne, là, les mecs que le Pentagone a mis au pouvoir parce qu'on en faisait ce qu'on voulait, le fils Bush, là, vous savez, l'abruti. Il était entouré de trotskistes français qui continuaient à bouffer les soviétiques. Ben oui, c'est leur fonction historique. Je parle des trotskistes français, je suis honnête avec les trotskistes. Les trotskistes soviétiques, les pauvres vieux, ils ont dégusté, croyez-moi. Hein. Il y avait des remarquables parmi eux. Ne mélangeons pas. Donc, là, c'était autre chose, quoi. Les Lumières françaises en Europe, vous vous rendez compte. Et voilà que tout d'un coup, la référence, c'est les anglo-saxons. C'est pas tout d'un coup. Il a fallu pour ça quelques millions de morts à la guerre de l'Empire. Voilà, je ne dis pas qu'il est méchant là-dedans, c'est pas mon problème. Regardez la logique des enchaînements. C'est depuis Waterloo que le monde développé, civilisé, est anglo-saxon. À dominante, anglo-saxonne, à dominante. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre. On est en train de voir que tout ça est mouvant après tout. Hein. Donc on a périodisé, on peut y aller. Première période, le romantisme, j'y reviens.
explosion, littéralement. Au diable les règles, la raison. Voilà. Ça avait commencé avec la fin du XVIIIe siècle, avec ce qu'on appelait la fin du XVIIIe siècle, c'est tout Rousseau est là-dedans, le retour de la sensibilité. Voilà. Il ne faut jamais oublier que le plus grand succès de librairie du XVIIIe siècle, c'est la Nouvelle Héloïse, en même temps que le Candide de Voltaire. Vous voyez que les deux sont à égalité, là, hein. Pas tout à fait dans le même esprit. Mais la Nouvelle Héloïse, c'est une passion amoureuse, hein, avant tout, quand même. Toute jeune fille qui lit des romans est une jeune fille perdue, dit Rousseau dans la préface. En très bon en faisant un excellent marketing, c'est très bien qu'une jeune fille qui dit ça, elle n'a qu'une envie, c'est de continuer. D'où le succès de la Nouvelle Héloïse. Voilà. Mais sinon, avant, c'était la raison, les lumières, les machines, la vulgarisation de l'esprit scientifique et rationnel. Tout ça, c'est pas très sexy et fun. On va pas avoir tout. C'est notre siècle le plus faible en poésie, le XVIIIe siècle. C'est pas un hasard. Avant, il y a la grande poésie dramatique de Corneille et de Racine, Molière, qui est un immense versificateur. Après, il va y avoir la fontaine miraculeuse du romantisme, du B-arrivé, du symbolisme et tout ça. Et au XVIIe siècle, en poésie, vous ne lisez jamais Delille. Delille, c'est le plus grand poète du XVIIIe siècle. Personne n'en parle, vous voyez. Delille. Roucher. Il y en a qu'un qui a surnagé, vous connaissez peut-être un petit peu, ceux qui sont spécialisés en littérature. Jean, un poète du XVIIIe siècle, allez, qui sauve les autres. Dis-lui, Jean. Il a déserté, Jean. Tu vois, il n'y en a aucun qui surnage dans la mémoire. Il a été guillotiné à la Révolution. Presque, Chénier. Oui, Montier, c'est un vrai poète. Hein. Celui qui a dit « Sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques ». Il a senti qu'il y avait du nouveau, mais il ne voulait pas changer la forme. Hein. Sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques. Voilà, bon, XVIIIe siècle, n'en parlons pas. La plus grande poésie qu'au XVIIIe siècle, elle est dans la prose de Rousseau qui va venir. Voilà. Là, ça explose. Le romantisme commence là. Bon, vous savez, le sentiment de la nature, alors que chez Racine, tout se passe dans les salons, dans les alcôves, dans un air confiné, jusqu'à ce vers extraordinaire qu'il y a dans... Il faut le sortir quand même dans un mois, dans un an. Comment s'offrirons-nous Bérénice. Lorsque Bérénice dit à Titus, « Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez ?» Vous vous rendez compte qu'elle a l'air confinée, elle n'a même pas assez d'air pour deux. Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Voilà. Bon, c'est fini, les alcôves, les rideaux, les colonnes, les temples. Néron faisant lever Junie en pleine nuit dans Britannicus. Que veux-tu? Je ne sais. Le farouche aspect de ses fiers ravisseurs, relevé de ses yeux les timides douceurs, tous en pleine nuit avec des gardes et des flammes. Non, là maintenant, part à travers les champs une fleur à la main. C'est dans Vigny, ça. Et Vigny dit les villes sont des ulcères de la nature. Vous voulez qu'on reparle de la répétition? L'écologie, vous voyez, on ne fait que répéter ce qui a été dit à cette époque-là. Les villes sont des ulcères de la nature. Et on croit qu'en 68, on appelle ça les nouvelles luttes. Il n'y a pas plus vieux dans la modernité que l'écologie. Elle a commencé par le retour de la nature. Modernité. Schiller fait citoyen d'honneur par la toute nouvelle République française, parce qu'il avait jeté la perruque aristocratique pour laisser sa tignasse, sa belle chevelure, ses longs cheveux. Et la nature! Et la nature, à l'époque, ça veut tout dire. Hein. C'est le natal, c'est ce qui est par naissance, c'est la liberté par rapport à la contrainte, c'est tout ça. Il y a de quoi séduire, quand même. Moi, je suis pour la nature, si c'est tout ça, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Puis en 1840, un Edgar Poe disait que la Terre fut soudain ravagée par une dégoûtante maladie. Il parle de l'industrialisation en 1843. Vous voyez, c'était à peine embryonnaire, surtout aux États-Unis encore, vous voyez. Et il y a cette belle phrase, les vertes feuilles se recroquevillèrent devant la chaude haleine des fourneaux. Vous savez déjà toute la fantasmatique écologique. Les vertes feuilles, on les voit se recroqueviller devant la chaude haleine. Il y avait déjà trop de hauts fourneaux pour Edgar Poe en 1843. Vous voyez, on est en train de liquider EDF, hein, c'est pour ça que je m'attarde un peu. C'est vieux tout ça. Bon, attention, moi je suis honnête, hein, je tranche jamais sur le fond là. Hein. Je ne suis pas idéologue. Peut-être qu'ils tiraient l'alarme très tôt et qu'ils avaient raison, attention. Mais il ne faut pas dire que c'est nouveau. Ce dont je me moque, c'est ceux qui disent que c'est les nouvelles luttes. Il y en a marre, la CGT, les salaires, métro, boulot, dodo, tout ça c'est vulgaire. C'est des revendications, comment les économistes à l'époque en 68, catégorielles.
Pensez qu'à bouffer, vous. Hein, et envoyez vos enfants à l'école, au lycée napoléonien. Maintenant, ils pleurent, les jeunes, pour avoir un lycée à moitié napoléonien. Ça a changé, hein. Et avoir un taf. Bon. Voilà, donc je fais ces parenthèses pour vous dire que le romantisme, quand je vous dis que c'est nous, ça jette en l'air toutes les problématiques dans lesquelles nous nous agitons encore, sans trancher. C'est chaotique, le romantisme, c'est magnifique, c'est généreux, attention. Il y a tout dedans, il y a le meilleur, il y a le pire. C'est magnifique. C'est même plus moderne souvent que ce qui va venir après. C'est là qu'on arrive à ta question. Hein. Par exemple, ceux qui connaissent bien le répertoire classique en musique savent que les derniers quatuors de Beethoven ou ses dernières sonates anticipent plus sur la musique du XXe siècle que sur la musique des musiciens romantiques qui vont se mettre dans son sillage immédiat. Les grands initiateurs de la musique dite contemporaine, c'est comme ça qu'on dit en classique, n'est-ce pas, pour distinguer des musiques actuelles, ça c'est plutôt le rap et la techno. Je parle en termes administratifs, hein, au ministère, ça s'appelle sous-direction des musiques actuelles. Sans aucun jugement de valeur. Soit du jazz et tout, je veux dire, dans le répertoire classique, les grands compositeurs de la musique contemporaine, les Stravinsky, les Bartók, etc., avaient le culte de Beethoven. Je dis ça parce qu'il y en a qui croient que Beethoven c'est un mauvais coucheur un peu archaïque, là. Quand même. Et lui, il appartient à cette époque dont je parle, à ce grand intermezzo entre l'ancien régime et le nouveau régime, où les jeux ne sont pas faits. Entre la prise de la Bastille et Waterloo. Quelle époque. Les jeux ne sont pas faits. Beethoven, le premier qui, comme Christophe Colomb, s'avance sur un océan sonore que personne n'avait jamais frayé. On ne sait pas si ça va aller à gauche, à droite, devant, derrière. La liberté est aux commandes de la musique. Je n'ai pas dit que c'est le plus grand des musiciens, que c'est le plus beau. C'est la première fois qu'il y a un musicien entièrement libre. Ça se voit dans l'élément rythmique. Hein. Un des plus grands chefs d'orchestre beethovénien, Wilhelm Furtwängler, c'est même la référence en principe pour Beethoven, disait que c'est le premier pour lequel le rythme n'est plus un élément indépendant. Ça devient une variable. Et oui, parce que Beethoven, il est contemporain d'une Europe, encore une fois, labourée de l'Espagne à la Russie, par les tambours beethoveniens et les canons napoléoniens. Voilà. Je vais m'attarder, il faudra doute. Oui. Plus fort. Ah mais oui, excusez-moi, parce que j'ai toujours l'illusion de ce micro qui n'est pas du tout amplifiant, mais qui est fait pour enregistrer. Je suis désolé, mais je suis désolé. Et merci. Je m'attarde, et puis il faudra encore s'attarder. Je crois qu'il faudra, je veux creuser, hein, pour ne pas rester en abstraction, il faudra une deuxième séance, même en janvier prochain, pour continuer à répondre à ta question. Non, mais ça laisse la place à d'autres questions, je vais répondre au fur et à mesure. Hein. Parce que, et c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est très pertinente, parce que quelque part, c'est l'illustration la plus exhaustive dans notre modernité de ce que je vais vous faire comprendre sur la répétition. En gros, je vous dis, hein, jusqu'à la fin de ce cycle d'atelier, jusqu'à l'été prochain, je vais faire 2 grands volets, hein, un sur la répétition et un sur la libération, grosso modo, avec des allers et retours. Hein. Donc la répétition, on n'a pas fini. Hein. Et je voudrais vous mettre en garde contre des contresens que j'aurais pu induire. Je ne suis pas pour la libération, parce que je serais marxiste, hegelien, donc je préfère Dédale à Ulysse. C'est pas si simple. On va illustrer la répétition, je vais vous montrer qu'il y a la bonne la répétition comme il y a la mauvaise répétition. Enfin, à qui je vais reprocher de prendre son petit déjeuner tous les matins, de bercer son enfant le matin, son bébé, etc. C'est des choses la répétition, c'est important, la régularité, la sécurité. Le landau, le berceau, la berceuse. Vous avez déjà vu des berceuses avec des rythmes chaotiques? Eh ben oui, mais dans aucune culture du monde. Ça, je dis ça pour les relativistes. Je dis oui, ça va chez nous, mais chez les Bantous. Non. Moi, j'ai écouté les berceuses Bantous, j'ai même été payé pour ça. C'est toujours extrêmement récurrent comme ça, les berceuses. Il y a un immense musicologue vietnamien qui s'appelle Tran Van Ke. K-H-E. Je vous le dis parce que vous le trouverez je suis sûr, dans Wikipédia. Non, c'est une sommité, hein, en ethnomusicologie mondiale, mais enfin, il est spécialisé dans le répertoire du sud-est asiatique, bien sûr.
il y avait un appel à candidature de l'UNESCO dans les années 90 pour mettre en œuvre une nouvelle idée de l'UNESCO de l'époque qui était de s'attacher au patrimoine dit immatériel. Je parle comme l'UNESCO, je ne prends pas ce mot à mon actif, mais patrimoine immatériel, en gros, ce qu'ils appellent comme ça, les berceuses par exemple. Les berceuses, l'enseignement oral, les proverbes, tout c'est patrimoine qui n'est pas le château de Versailles, qui n'est pas la mosquée de Djenné au Mali, je veux dire, qui n'est pas du patrimoine bâti ou construit ou des outils ou qui est immatériel. C'est un peu maladroit comme mot, ça c'est l'UNESCO. C'est un peu maladroit, mais moi je dirais le patrimoine oral plutôt, vous voyez, par rapport. Et Tran Van Quay s'était battu pour faire connaître cet extraordinaire patrimoine dans les peuples que sont les berceuses. Transmission, quand même, vous voyez. Je ne sais pas si le bébé humain serait ce qu'il est, et l'enfant qui va suivre, s'il n'y avait pas cette fonction de sécurité, apportée par la mère, bien sûr, par le retour de la nourriture. Je ne suis pas en train de tout ramener aux berceuses, mais ça en fait partie, vous voyez. Ça fait partie de cette manière de rassurer à l'enfant qui pleure, etc. Vous connaissez une des plus... Chacun d'entre vous connaît peut-être une des plus célèbres du XXe siècle. C'est Summertime. Vous savez, le Gershwin. Gershwin s'était promis de donner aux Afro-Américains, comme on dit aujourd'hui, pour la première fois un opéra, quand même, une œuvre digne de cette culture. Et il ne faut jamais oublier que Summertime est d'abord une berceuse. Si vous voyez l'œuvre en entier, pas seulement en écoutant le thème qui est admirable, qui a eu 30 000 au moins variations, c'est un standard, comme on dit, et même un saucisson, comme on dit en argot de jazz français, c'est-à-dire un standard qu'on répète et qu'on répète jusqu'à la couenne, sans se lasser, quand on improvise bien dessus. C'est une maman qui est au bord du fleuve, au bord du Mississippi, une maman là de la misère, du monde noir américain qui est là, vraisemblablement esclave à l'époque, et vous regardez les paroles, c'est l'été et le coton maillot. Et papa va être riche. Alors dors, petit bébé. So hush, little baby. Don't you cry. Sécurité. Donc, ne me faites pas dire que je fais l'apologue de la libération et que je maudis la répétition. Voilà. Encore une fois, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'on va s'attarder sur la répétition. Il y a des côtés terrifiants dans la répétition, et il y a des côtés indispensables et sans lesquels l'existence elle-même ne serait pas possible, et même le progrès ne serait pas possible. Voilà ce que je comptais bien préciser. Donc, pour en revenir à notre découpage du XIXe siècle, je saute un peu la partie romantique, on la recreusera. Dans les écoles, j'y reviens, il y a 3 grandes écoles littéraires, artistiques du XIXe siècle français. Le romantisme, au milieu la réaction, le réalisme. C'est pas romantique, ça, dites donc. Alors, on est passé de Louise, ou bien de Graziella, ou de René, des états d'âme, de l'automne, etc., à Balzac. Les huissiers, les Rastignac, les arrivés, le réel nous rattrape, n'est-ce pas? Il ne faut pas réduire. C'est pas quelqu'un qui regarde avec son œil le réel, c'est un visionnaire. Il ne se contente pas d'avoir un œil pour voir. C'est un fabuleux visionnaire. Balzac. Mais enfin, je veux dire, on retrouve quand même des parties d'un monde que les romantiques avaient un petit peu passé sous silence. Pas dans tout Balzac. Il a un roman comme Le Lys dans la vallée, pétri de romantisme d'un bout à l'autre, n'est-ce pas? Et de même que Flaubert s'est dit lui-même qu'il s'offrirait une gorgée de lyrisme en écrivant Salammbô pour changer un peu de son pessimisme habituel, n'est-ce pas? Donc il y a le réalisme. Vous remarquerez, je vais très vite, que le romantisme s'accomplit essentiellement, pas exclusivement, dans un genre littéraire qu'est la poésie. Hugo, Vigné, Musset, j'en passe, Nerval, etc. Alors que le réalisme s'investit dans le roman. Le réel, avec sa quotidienneté, le monde, la prose du monde, comme on dit en philosophie de l'histoire, n'est-ce pas? Ça passe mieux dans le roman, n'est-ce pas, que scander avec 12 pieds et une césure au milieu. C'est pas des hasards, vous voyez, il y a des gens mieux adaptés que d'autres à certains contenus. Je suis en train de dire qu'il y a toujours un lien entre forme et contenu. L'apogée du roman, le fameux roman français, c'est pas qui a fait le tour du monde depuis, n'est-ce pas?
c'est les Stendhal, n'est-ce pas, les Flaubert, les Balzac. C'est au milieu du siècle, n'est-ce pas, que cette floraison se produit. Bon, ça y est, on est sorti des brumes romantiques, on est revenu au réel, on est sorti du ciel de l'évasion, on a les pieds sur terre. Je simplifie. Hein. On est sorti des histoires intimes et on s'occupe un peu de ce qu'il y a autour de soi, c'est-à-dire de la société. C'est rare qu'on ait autour de soi la nature pure, le désert ou la mer, à la rigueur, mais ça on ne la voit pas souvent, le désert ou la mer. C'est les autres, hein, c'est le monde de Balzac. La comédie humaine, hein, titre collectif de Balzac, la comédie humaine. Voilà, Fabrice, hein, je pense à Stendhal, à Waterloo, je veux dire, voilà, c'est les enjeux. Je pense à Gluskar qui adorait dans Le Rouge et le Noir le fait qu'il y ait 30 pages pour savoir s'il va prendre la main de Madame de Rênal ou pas. Et ça, c'est le roman réaliste. En poésie, on ne peut pas passer comme ça 4000 vers à savoir si je vais prendre la main. Vous voyez, hein. Tandis que lui, le petit ambitieux, là, en même temps, ça ne se fait pas dans ces classes sociales. Là. Il n'est quand même jamais qu'un petit précepteur, et elle, c'est quand même Madame de Rênal. Mais du coup, il en meurt d'envie. Enfin, bon, voilà. Voilà le roman. Et puis le roman qui est encore plus réaliste en Angleterre que chez nous, mais bon, je découvre pour l'instant, c'était un peu réponse à ta question, toutes les disciplines artistiques, je me cantonne à la France, hein, je veux dire. Mais alors, les plus grands réalistes, c'est les Dickens, c'est des gens comme ça, hein, je veux dire, bien sûr. Hein. Olivier Twist, vous voyez, la misère urbaine de l'époque, bref, voilà. Pour ce qui est de la ville, pour ce qui est de la campagne, c'est Thomas Hardy, ce qu'on appelle la littérature anglaise, hein, le destin du paysan anglais au XIXe siècle, c'est extraordinaire. Vous connaissez peut-être certains dont on a fait des films. Tess, hein, c'est un roman admirable. Hein. C'est pas triste hein, d'être une femme prolétaire dans la campagne anglaise à l'époque. Bref, donc... on est au réalisme. Je vous ai dit que je vais très vite. Non, je ne vais pas passer comme ça arbitrairement. Pourquoi je suis passé du romantisme au réalisme d'abord? Parce que les gens en ont marre à un moment donné. Vous voyez, ça manquait un peu justement d'ouverture au monde, de pied sur terre. On ne peut pas être tout le temps dans l'évasion, dans le sentiment, dans le haut. Ah, pour l'exclamation, je caricature. Et bien dans le réalisme, ça va être pareil. Parce que, et c'est là qu'il y a la répétition, l'alternance dont je parlais. Il y a tout d'un coup le besoin de revenir à ce qui avait été acquis par le romantisme mais irréversible dans la modernité, là j'y reviens, c'est que le sujet est là, il y a un jeu, on ne peut plus le mettre sous le boisseau. On a essayé de mettre le sujet, de le cacher dans des objets. Les objets, c'est bien, c'est tangible. Regardez un type comme... Avant que je le nomme, je reviens un petit peu en arrière, je vous ai dit que c'est dans le roman que triomphe le réalisme, on est bien d'accord, c'est ce que j'étais en train de dire. À la même époque, il y a une poésie à l'époque, très importante qu'on apprend à l'école, qui s'appelle le Parnasse. Et là, c'est l'antithèse du romantisme. Il ne faut pas faire de grandes hymnes, de grandes épopées comme ça, comme la légende des siècles de Hugo, ou bien les nuits de Musset, n'est-ce pas, sur une passion amoureuse malheureuse. Ah, frappe-toi le cœur, c'est là que le génie, rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Je cherche des caricatures, mais enfin, c'est beau, hein, c'est le beau vers. Hein. Mais vous voyez, ça parle toujours de soi. Et alors que les titres de Théophile Gautier, de Banville, je pense aux Parnassiens, à ceux qui étaient adeptes de ce qu'on a appelé l'art pour l'art, et non pas l'art pour parler de moi, ou pour parler de politique, ou pour parler l'art pour l'art. Il faut faire de beaux objets, il faut revenir à l'artisanat. Et c'est pas mal, hein. C'est un néoclassicisme. Un titre, Émaux et Camée. Et Émaux, le pluriel des mailles, vous voyez, Émaux et Camée, des choses bien faites, des bijoux, des choses dures, c'est pas comme les fumées, les rêveries, la brume, Émaux et Camée. Je sais pas. On revient un peu à l'objectivité des choses. Et du coup, vous sentez le manque. On a dit que c'était un peu froid. C'était le mot à l'époque, marmoréen, comme des statues de marbre. Vous voyez? Ah, c'est beau, hein? Vous voyez, on revient à la Grèce. Dès qu'il y a un néoclassicisme, vous avez une statue grecque qui se profile. Les nouveaux riches qui veulent absolument... Enfin, les petits nouveaux riches, les pauvres, moi j'ai lu plein. Ceux qui veulent montrer que socialement, ils sont sortis du néant, là, quand ils ont une villa en banlieue, sans aller chercher... dans les endroits prestigieux, ils mettent des petites statues grecques à l'entrée de leur jardin. Ou des lions grecs. Des lions, il y a des millions qui sont faits en Syrie dans les usines. C'est pas grave. Et donc, vous voyez, le roman
dans le réalisme, la poésie du Parnasse, dans les deux cas, on a jugulé le romantisme. Eh bien non. Chasser le sujet, il revient au galop, et là Baudelaire arrive. Ça va être le symbolisme, troisième volet. Mais on ne revient pas à zéro. Baudelaire va retrouver la sensibilité infinie, le sujet infini du romantisme, et même l'approfondir, puisqu'on va le voir, l'inconscient va arriver, qui n'était pas présent dans le sujet romantique, qui est un petit peu trop dans ses idées, dans ses pensées, dans ses sentiments, et pas assez près du corps, c'est ce qu'avec Baudelaire ça va venir, mais surtout, qui va faire la synthèse, la perfection de la forme classique, que le Parnasse a permis de retrouver, vous voyez, comme ça s'enchaînent bien les choses. Autrement dit, avec Baudelaire, vous avez le vers racinien au profit, une forme racinienne au profit d'un contenu moderne et romantique. Vous voulez mieux, n'est-ce pas? Le tombeau confident de mon rêve infini. Ça sonne comme du Racine, ça. Oui, mais c'est le tombeau confident de mon rêve infini. Infini, c'est rare chez Racine. Ça, c'est moderne. Hein. Et puis, surtout, dans le romantisme, il y avait les sentiments. Je ne reviens pas, c'est simple, les sentiments. Hein. La haine, la colère, l'amour, la tristesse, la mélancolie, la joie, les sentiments. Dans le réalisme ou dans le Parnasse, il y a des faits, des événements, des objets. On est à l'opposé, vous voyez, de la subjectivité sentimentale. À partir de Baudelaire, vous devinez, il y a non pas des sentiments ni des faits, il y a des... Pardon ? Sensations. Bravo, des sensations. En peinture, on va dire. Froid, chaud, c'est pas des sensations. Oui, bravo. Et exactement, Manet était un grand ami de Baudelaire. Je veux dire, vous voyez, il y a une logique des enchaînements. C'est aussi logique que la physique de Newton, ces enchaînements-là. C'est plus complexe. Et c'est pas peu dire. La nature est plus facile à prévoir, n'est-ce pas, que la littérature du IXe siècle. Mais enfin, qu'est-ce que ça s'ordonne ? Il faut qu'on ait quelques principes, vous voyez. C'est presque... Il y a le retour du corps. Autrement dit, j'y reviens, le sujet romantique, je creuse, n'était pas tout le sujet. C'est seulement la conscience, la partie émergée de l'iceberg, si vous préférez. Hein? Lorsque Musset est malheureux dans la... Je ne caricature pas, ce sont ses chefs-d'œuvre, les nuits. Hein? Il y a aussi du déchet. Chez les romantiques, il y a beaucoup de déchets. Pas seulement chez les poètes, chez les musiciens aussi. Vous n'avez pas de déchets chez Bach, vous n'avez pas de déchets dans la musique baroque. Tout n'est pas génial, chez Bach, si. Mais chez le baroque, il y a souvent des concertos qui ressemblent à un autre, comme un œuf ressemble à un œuf. Hein. Mais enfin, c'est jamais raté, c'est jamais mauvais goût, c'est jamais... Il n'y a pas de déchets. C'est pas ce qu'on peut dire. Ça a plus ou moins d'intérêt. Chez les romantiques, il y en a beaucoup parce qu'il y a des prises de risques aussi, attention. Hein. Vous faites les 24 heures du mois avec des dérapages contrôlés à chaque instant, évidemment, ça abîme les mécaniques. Il y a des déchets, mais quand c'est réussi, et c'est le cas. D'ailleurs, il le savait, Musset, c'est un peu la fin du romantisme, et Hegel avait vu dans son esthétique qu'à la fin de chaque processus esthétique, il y a l'humour qui vient clore la fête et passer à autre chose, comme Aristophane est à la fin du théâtre grec. Bref. Musset, qui est un des premiers à rire, un romantique qui rit de lui, le même hein, qui a dit « Frappe-toi le cœur, c'est là que le génie, rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur, etc. » se faisait appeler dans Paris le Prince Café. Ben oui, c'est dans les cafés que je prends mon inspiration, c'est le café de... Voilà. Et puis c'est lui qui parle de la lune sur le clocher jauni comme un point sur un i. Ça commençait à être un peu... On ne parlait pas de la lune comme ça, sous le romantique, on en parlait de manière hallucinée. Un point sur un i, il prend un peu de distance, un peu cavalier. Là. Voilà, on est en train de passer à autre chose. Quand il écrit Les Nuits, ou quand il écrit Souvenir, hein, c'est un poème qu'il écrit à Fontainebleau, où la première fois il revient après son amour malheureux avec Georges Sand, qu'il trompait avec son médecin italien, et toujours un italien, il faut se méfier dans les parages. Et déjà à l'époque, le médecin qui soignait la tuberculose de Musset, elle va faire pareil avec le médecin de Chopin, c'est curieux quand même. Hein. Parce que Chopin était tuberculeux aussi, il y a des maladies d'époque. On va revenir à la procrastination. Et donc, il a un gros chagrin. On connaît tout ça, sinon on n'est pas un homme. Hein. Il arrive à l'automne, bien sûr, sinon c'est pas un romantique. Hein. Dans la forêt de Fontainebleau, quand tout décline, où les feuilles sont rousses comme ça. Et c'est beau. Hein. Seulement, vous voyez, il est malheureux et il sait pourquoi. La conscience. Pour quelque chose que j'ai vécu, etc., dans ma vie, dans ma biographie, tout ça est bien conscient, c'est mon individu. Alors que chez Baudelaire,
vous avez un poème qui s'appelle La vie antérieure. C'est pas son individu qui compte, c'est pas sa conscience, ça plonge au-delà. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, sous-entendu avant ma naissance, dans une autre vie. Métempsychose. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de 1000 feux. Les grands portiques, comme s'il était un pharaon. Tu parles, il était dans une mansarde quand il écrit ça, c'est magnifique. Hein, dans la misère. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de 1000 feux et que leurs grands piliers droits et majestueux. C'est romantique ça comme architecture? Les grands piliers droits et majestueux? Non, c'est Versailles, c'est la Grèce ça. Vous voyez comme le Parnasse a laissé une trace. C'est pas un décor. Eh ben, Baudelaire détestait la nature. Quelqu'un l'avait invité à la campagne, il dit, vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les végétaux. Je hais le végétal irrégulier. Je le cite là à chaque fois. Vous voyez, irrégulier, on revient à l'unité, l'ordre, l'harmonie, le parthénon. Et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles enroulant les images des cieux, ça devient wagnérien, c'est l'époque. Les houles enroulant les images des cieux versaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords, on va entendre le crépuscule des dieux, de leur riche musique, aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu, dans des voluptés calmes. Déjà, la volupté, c'est pas romantique. Au milieu des fastes, j'ai oublié un mot, et des splendeurs, et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec leurs palmes. Ça, c'est décadent, ça. Ils s'imaginent un souverain antique avec des esclaves. C'est beau, hein. Et dans l'unique soin, quel était l'unique soin des esclaves, à votre avis? Vous allez voir. Et dans l'unique soin était d'approfondir, c'est le dernier vers, le secret douloureux qui me faisait languir. C'est-à-dire que déjà, dans une vie antérieure, il y avait déjà le malheur, le spleen. Vous voyez, quelque chose du mal du siècle est resté. Voilà en quoi il y a un retour, une répétition de ce qu'a été le mal du siècle à son surgissement. Il n'a plus la forme romantique, on vient de voir, au contraire, c'est grandiose, c'est classique, il y a des colonnes, il y a de la volupté, il y a le corps qui est là, on le voit bien. L'air, c'est les sensations, des impressions, des parfums. Regardez le rôle des parfums. Comme d'autres sur la musique, mon âme nage sur tes parfums. Il parle à une femme, bien sûr, n'est-ce pas? Bizarre déité, il avait une maîtresse métisse à l'époque. Bizarre déité brune comme les nuits aux parfums mélangés de musc et de Havane. C'est pas des sentiments, ça, c'est des sensations. Parfums mélangés de musc et de Havane. Œuvre de Kelkobi, le Faust de la savane. Sorcière au flanc d'ébène, enfant des noirs, minuit. Vous vous rendez compte? Quel programme, hein? Je préfère à l'opium. Pas les sentiments, ça. Aux constances. C'est quoi les constances? Vous ne savez pas, hein? C'est un vin qu'en Afrique du Sud, un cru. Il y a un nom français pour faire prestigieux, il avait fait un seul voyage en Afrique, comme ça. Je préfère à l'opium, aux constances, aux nuits. Nuit, N-U-I-T-S, Saint-Georges. L'élixir de ta bouche où l'amour se pavane, quand vers toi mes désirs partent en caravane, tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. Vous voyez? Il y a la sensation qui vient distraire la mélancolie que les romantiques, les premiers, ont apportée. Mais vous voyez, elle ne s'exprime plus du tout de la même façon. On n'est pas dans l'extérieur, on n'est pas dans la nature, on n'est pas dans la toile de Fontainebleau, ça peut être dans une mansarde, on est dans le paysage qu'on appelait en littérature, toujours maintenant, le paysage intérieur. Dans le paysage intérieur. Mallarmé fera pareil, grand disciple de Baudelaire, quand il parle des anciens jardins reflétés par les yeux. Tout ça est à l'intérieur, n'est-ce pas? Ce poème de Mallarmé, très connu, s'appelle Brise marine. Vous voyez, Brise marine, ça aussi, c'est une sensation. Le titre est une sensation. Hein? La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Ça commence comme ça, le poème. Bref, la vie vaut pas la peine d'être vécue, dites donc. La chair est triste, voilà pour ce qui est du corps, et quant à l'esprit, et j'ai lu tous les livres. Voilà, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? La même chose qu'ont fait les romantiques, mais très différemment. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Allez, trouve-moi la réponse, en un seul verbe. Puisque tout ce qui est là m'ennuie. Pardon? Ah ben ça c'est l'idéal, oui, mais si j'arrive pas à écrire, il faut pouvoir écrire. Tu as raison, mais Baudelaire, il souffrait beaucoup, les romantiques. C'est bien ce que tu soulèves, parce que les modernes, bien sûr, c'est ça le salut, mais il faut pouvoir écrire. Hugo, tu as des volumes, hein, c'est une exception. Hein. Balzac, tu as des volumes. Mallarmé, ça tient sur un petit volume de la Pléiade. Hein. Rimbaud, n'en parlons pas. Si on enlève la correspondance, il y a ça. Ah, c'est attention, hein. Ça vaut 40 volumes d'autres, c'est pas la question, je ne suis pas en valeur. Hein. Mais il y a le problème de la stérilité littéraire qui commence à apparaître. C'est pour ça que je suis content que tu dises ça, parce que tu anticipes sur ce que j'allais dire.
C'est un nouveau problème qui apparaît, qu'il n'y avait pas avec le romantisme, qui lui, c'est le monde de la conscience. Là, il y a le monde de l'inconscient. Le sujet commence à être total avec Baudelaire. C'est le sujet moderne. Et là, vous voyez qu'il y a le risque du déséquilibre et de la folie. Avec Baudelaire n'y a pas sombré, il était dans la névrose, comme il disait lui-même. Il a dit, je cultive ma névrose avec une redoutable clairvoyance, mais c'est pas la psychose, c'est pas la vraie folie, c'est pas le pauvre Nerval, n'est-ce pas, ou Artaud ou Van Gogh, hein, c'est pas le mec qui voit 7 soleils au-dessus de la Concorde, comme Nerval, et qui donne une gifle à un facteur sur le Pont-Neuf parce qu'il le prenait pour le duc de Bourgogne avec qui il avait des comptes à régler. Et oui, mais c'est la vraie folie. Hein. Ça, c'est la psychose. Ah bon. Mais enfin, il y a ce danger, on avait parlé de ça, mais rapidement, aujourd'hui, j'y suis. Il y a 3 conceptions du moi. Je reviens au classicisme, très rapidement, à l'époque de Pascal. Citation, le moi est haïssable. Être classique, c'est parler des princes, des princesses, hein, de l'honneur, de la vertu, de la passion qui fait des ravages, mais pas de soi, jamais, jamais. Il faudra attendre les romantiques où on passe son temps à parler de soi, et de ses problèmes personnels. Mais sinon, le moi est haïssable, hein, Pascal. Voilà. Le seul qui peut dire moi, c'est Louis XIV. Non, mais vous voyez, il y a des raisons. Et même au niveau de la forme, la présence de Louis XIV a une incidence sur la forme, vous voyez. Le fait qu'on ait dit que le classicisme français, c'est la litote, si on devait faire une seule figure de style, c'est la litote. C'est dire moins pour exprimer plus. Au lieu de dire que la fille est superbe, on dit elle est pas mal. Bon. Non, mais c'est ça la littérature française, en gros, ce qui la distingue des autres. Hein. Et ça vient du XVIIe siècle et de Louis XIV, à l'époque où la France régnait sans partage dans ce domaine. Parce que la présence est tellement écrasante de la transcendance là, du roi Soleil, que personne ne peut dire tu es magnifique, et il n'y en a qu'un qui est magnifique, il n'y en a qu'un qui est beau, il n'y en a qu'un qui est fort, il n'y en a qu'un, voilà. Donc tout le reste, litote. Et ça discipline la langue, ça. Et ça fait la langue classique. Bon, le moi est ça, ne nous attardons pas. Antithèse, Hugo, le romantisme. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, donc je vous parle de moi tout le temps. Non, c'est généreux, c'est vous, hein. C'est pas mal. Hein, je vous parle de moi, je vous parle de vous. C'est des vraies citations. J'invente rien. Je ne résume pas, je cite. Et quelques-uns s'en souviennent, j'avais un petit peu fait ce triptyque l'an passé. Synthèse des deux. Le pas d'après. Un approfondissement du moi. Puisqu'on est en train de passer de Hugo au symbolisme. Bravo. Oh, ça fait bien d'être entendu. Alors. Je peux mourir tranquille. Oui, je vais être un autre. Un gamin de 17 ans qui vous sort ça, quand même. Vous vous rendez compte? Dans quel temps il a vécu, celui-là? C'est fou, il en sait plus que moi à 70 ans. En tout cas, plus rapidement. Fantastique. Je vais être un autre. Même pas je suis un autre. Hein. Non, il risque exprès. Il transgresse la grammaire. Vous vous rendez compte? Et la syntaxe. Je vais être un autre. Et dans une lettre à son prof de rhétorique, en plus. Hein. Car je vais être un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Si la matière prend une forme, tout d'un coup, le poète n'y est pour rien. C'est son inconscient qui a produit ça. Mais, si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Je est un autre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que les psychologies d'après, Freud va venir après, au début du XXe siècle, vont confirmer, n'est-ce pas? C'est que ce que le romantique croyait être le moi, le sujet, n'est qu'une petite partie du moi. Moi, je suis un type bien, un peu mélancolique, toujours trompé par les femmes. Non, tu l'as cherché, tout ça. Ça, c'est l'inconscient qui prend sa revanche. Vous savez, la répétition. La répétition, Wilfried. Vous savez, il y en a qui vous disent, moi, j'ai jamais de chance avec les nanas, ils font chaque fois le même coup. Pareil, hein, les filles, dis-moi, avec les mecs, c'est terrible, il m'arrive toujours le même truc. Quelque part, ça veut dire que le sujet qui parle doit y être pour quelque chose un peu quand ça se répète. Hein. Je suis dedans, hein, je ne suis pas en train de vous faire la morale. Je ne me permettrai pas. Voilà. Mais franchement, on n'en est pas conscient. Consciemment, on voudrait que ce soit la faute à l'autre. Quoi. Moi, j'engueulais tout le temps ma femme quand j'avais oublié un sac quelque part dans l'autoroute, etc. Ça sert à quoi alors? Tu n'étais pas là pour me le dire. Oui, je suis toujours sur la faute à l'autre. Quoi. Ben oui, c'est moins plus pratique d'avoir quelqu'un à qui se plaindre. L'inconscient, c'est ça. C'est que tout d'un coup, je suis en train de dire que c'est la première fois, fin 19e, que le moi se risque à s'exprimer dans sa totalité. Avec le classicisme, il s'exprimait dans son unité. C'était le moi héroïque, où on ne s'occupe pas de tous les aspects du moi un peu périphérique, on s'occupe que d'un trait de caractère. Je résume l'essentiel. L'avarice, hein, pour Harpagon, par exemple. La jalousie, pour Hermione, n'est-ce pas? Le monstre naissant,
admirable formule que Racine, à sa préface à Britannicus, dit c'est pas encore le monstre qui va devenir, mais il n'est plus non plus sous l'influence de sa mère, il est un monstre naissant. Voilà. Donc, un seul trait de caractère, et puis toute la pièce est faite pour illustrer ce trait-là. Donc, les personnages ont une puissante unité dans le monde classique, bien sûr, comme les statues, justement. Comme les personnages du drame, n'est-ce pas, jaillissent sur la scène d'une manière inoubliable comme ça, parce que, comme dans le théâtre grec, comme les Antigones, comme les Créons, comme les Oedipe, bien sûr, parce que, précisément, on a sacrifié la totalité au profit pour mieux dégager l'unité. Une unité qui est exclusive, mais qui n'est pas exhaustive. Vous voyez, j'essaye d'être précis. Avec le romantisme, tout d'un coup, on se risque à parler du moi. Il devient même le sujet central. Mais ce n'est pas le moi total. C'est le moi du sentiment, c'est le moi de la conscience, qui va à l'intérieur de soi que pour autant que c'est de l'ordre du sentiment. Pratiquement jamais lorsque c'est l'ordre du corps et de la sensation. Et là, je rends hommage à quelqu'un qui est avant eux, dont on dit qu'il est leur précurseur, ça m'énerve, je pense à Rousseau bien sûr, parce que précurseur veut dire celui qui fait un peu ce que ceux qui viennent après vont faire encore mieux ou encore plus, alors que Rousseau, lui, avait le premier exprimé les états du corps dans les rêveries. Voilà, je veux dire. Donc sa succession ne viendra qu'à partir de Baudelaire et la poésie moderne, voilà ce que je suis en train de dire. Si vous lisez la 5e promenade, vous serez effaré du nombre d'impressions et de sensations. Il dit bien que l'état où il est ne peut être produit que lorsqu'elle est au bord de l'eau, avec le flux et le reflux, et lorsqu'on entend, il n'y a que des sons d'ailleurs, c'est pas un visuel, c'est un auditif, c'est un musicien Rousseau. Le cri des aigles, le bruit d'une cascade, le souffle du vent. Voilà. Donc, je crois que je vais essayer de clore ce troisième, parce qu'après c'est plus le 9e siècle, donc pour répondre à ta question, romantisme, réalisme, symbolisme. Là, je suis dans les manuels scolaires. Enfin, ça fonctionne en gros. Quand je dis en gros, ça veut dire qu'il faut regarder de près. Un mec comme Hugo, il traverse tout le siècle et il donne des chefs-d'œuvre qui peuvent être classés aussi bien comme romantiques, comme réalistes, voire Notre-Dame de Paris ou Les Misérables surtout, n'est-ce pas, ou symboliques, hein, symbolistes. Vous lisez les Djinns, c'est une virtuosité verbale extraordinaire et musicale. Voilà. Mais pour dire quoi? Pour dire que chaque fois qu'on croit qu'on a jugulé le romantisme, qu'on a jugulé le mal du siècle, qu'on en est sorti, qu'on est des néoclassiques, qu'on écoute de la musique baroque, nous on n'est plus dans Chopin, et ça vous ressurgit à la gueule, je ne peux pas le dire autrement. Le mal du siècle revient comme quelque chose qu'on avait oublié, comme ça, et qui revient, et d'une manière avec une séduction puissante. Et là, je terminerai là-dessus. Là, j'ai un exemple à vous donner. Où il s'agit, c'est un texte, mais un texte qui parle musique. Je vais essayer n'est-ce pas, j'essaie de cumuler les deux comme gain de temps. Je pense à Nietzsche. Personne n'a fait le procès du romantisme avec une telle force, une telle violence que Nietzsche. C'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je vous le dis très rapidement, hein, parce que Nietzsche, c'est le même procès du romantisme, de la modernité, de la démocratie, du christianisme. Tout ça, c'est pareil pour lui, c'est des trucs d'esclaves, en gros. Hein. Je parle pas dans son dos. Vous lisez ça, Jacqueline, surtout dans Parler le bien et le mal, si vous voulez avoir une illustration. Première grande publication après Zarathustra. Et plus noir que Zarathustra. Zarathustra, c'est un poème après tout. Là, il dit qu'il l'a écrit avec de l'encre sépia, comme il dit, hein, Parler le bien et le mal. Donc, voilà. Donc, personne n'a fait le procès romantisme comme lui. Et bien sûr, le musicien par excellence, son grand contemporain, qu'il adulait dans sa jeunesse et qu'il maudit maintenant, parce qu'il est typique de la féminisation de la société, parce que si on est sentimental et romantique, c'est qu'on est féminisé, c'est qu'on est des esclaves, parce que les aristocrates, les guerriers, les hommes d'élite, ils ne sont pas ramollis par le sentiment. Je caricature pas, hein, je simplifie, mais je caricature pas. Hein. Chez Nietzsche, ça revient tout le temps. Mais je ne suis pas là pour l'accabler, le charger, au contraire, vous allez voir qu'il n'a pas toujours dit la même chose. Je le dis parce que ceux qui le citent à notre époque, n'est-ce pas, ne citent jamais ce que je vais dire. Alors, voici comment il parle du chef-d'œuvre final, enfin chef-d'œuvre, t'es pas obligé de dire que c'est un chef-d'œuvre si ça vous plaît pas, hein, mais du testament de Wagner, Parsifal. C'est la germanisation de Perceval. Vous connaissez Perceval, roman, la table ronde, celui qui est la quête du Graal, etc. Bref, on n'est pas dans Siegfried, c'est pas une histoire germanique avec et ça se cogne sur la gueule, et les héros et le dragon. Non, c'est une histoire chrétienne, le Graal, n'est-ce pas,
avec un héros qui est l'idiot, sans Dostoïevski, on le frappe sur une joue, il tend l'autre, il ne comprend pas ce qui se passe, et c'est lui qui va arriver au salut, n'est-ce pas? C'est tout le contraire de Siegfried. Ah merde, Nietzsche est déçu là. Hein? Ben oui, n'est-ce pas? Alors justement, c'est ça que je vais vous lire, très rapidement. Oh là, mon livre est par morceaux. Oui, alors voilà. Oui, non, j'ai une nouvelle édition, hein. Mais vous avez droit à l'ancienne, ça suffit. Peut-être en poussant plus loin, il vient de faire un procès de Wagner efféminé, décadent, dangereux, narcotique, enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est admirable à lire, hein, ça je vous le dis, hein, c'est admirable. En plus, c'est pas faux. Les jugements de valeur, vous pouvez les laisser de côté, mais du point de vue descriptif, tout ça est vrai. Hein. Wagner aurait dit banco. Hein. Donc, peut-être en poussant plus loin la comparaison, découvrira-t-on à l'honneur de Wagner et de son germanisme qu'en toute chose, il est allé plus haut, s'est montré plus hardi, plus fort, plus dur et plus grand que n'aurait pu le faire un Français du XIXe siècle. Pour la raison, il a beaucoup d'admiration pour la France du XVIIIe siècle, surtout pour les moralistes français. La Rochefoucauld, mais au XIXe siècle, ça y est, c'est la démocratie qui l'a emporté. C'est plus des Français, quoi. C'est des ramollis, c'est des démocrates, ça ne vaut plus rien. C'est des Victor Hugo. Hein. Bon. Que n'aurait pu faire un Français du XXe siècle pour la raison que nous autres Allemands sommes restés plus près de la barbarie que les Français. C'est écrit avant la Première Guerre mondiale, vous savez, a fortiori avant la Deuxième. Hein. Peut-être même la création la plus étonnante de Wagner demeurera-t-elle toujours, et non pas à présent seulement, inaccessible, étrangère, inimitable pour la race latine à son déclin. Ne faites pas de contresens, Nietzsche préférait l'Italie et à l'Allemagne, largement. Mais là, pas sur le point qu'il est en train de développer. C'est le personnage de Siegfried dont je veux parler. Siegfried, l'homme très libre, peut-être en effet trop libre, trop dur, trop jovial, trop bien portant. La bonne santé, le contraire du mal du siècle. Hein. Trop anticatholique pour le goût des vieux peuples civilisés affaiblis. Peut-être même est-il un péché contre le romantisme, ce Siegfried. Antipathique au peuple roman. Mais Wagner, au jour de sa triste vieillesse, a largement racheté ce péché, on arrive à Parsifal. Anticipant sur un goût qui est devenu plus tard une politique, il s'est mis sinon à suivre, du moins à prêcher avec la fougue religieuse qui lui est propre le chemin de Rome. C'est pour un Allemand, un protestant, le chemin de Rome, c'est un procès grave. Hein. N'oubliez pas l'humiliation des empereurs par le pape à Canossa. Pour couper court à tout équivoque, j'aurai recours à quelques vers bien frappés qui trahiront même aux oreilles les moins subtiles ce que je veux dire, ce que je reproche au Wagner des dernières années et à la musique de son Parsifal. Et là, il nous passe un petit poème. Serait-ce encore allemand, ceux-là? Ces gémissements sourds viendraient-ils d'un cœur allemand? Ce sont des corps allemands qui se massèrent ici. Allemands, ces gestes de prêtres bénisseurs et cette lubricité aux vagues relents d'encens. C'est bien dit, hein. Allemands, ces brusques génuflexions, ces pamoisons, ces allures titubantes et ce brimbagement incertain de cloches, ces œillades de nonnes. C'est dur, hein. Ces tintements d'angélus, ces extases truquées, dont l'élan prétend... On est loin de la passion selon Saint-Jean de Batle, là. Dont l'élan prétend dépasser le ciel même, est-ce encore allemand tout cela? Réfléchissez, vous n'avez pas encore franchi le seuil. Ce que vous entendez, c'est Rome, c'est la foi romaine et c'est son credo. 1887. Ça paraît janvier 1987. Voilà. Maintenant, je vous lis un texte qui est fin 1887. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'a pas encore entendu une note de Parsifal. Il ne parle pas de la musique. Mais il a lu le texte. Il n'a pas encore eu l'occasion d'entendre la musique. Il n'a lu que le texte. Alors, bien sûr, le texte du Wagner, le sang, le machin, vous passe, c'est épouvantable. C'est tout ce qu'il dit. Il entend à Monte-Carlo, il avait un bon rythme, hein, l'été à 3000 mètres d'altitude en Suisse, en Autriche, là, et l'hiver, Turin, Nice, et puis un projet d'aller en Corse qui n'a jamais abouti. Il a même dit à son ami, on devrait aller à Corté, car d'après mes calculs, c'est là que Napoléon a été conçu. Fantasmer sur le sperme des Bonaparte, c'est... Bon, enfin, si vous allez en Corse, pensez à, quand vous êtes à Corté, que c'est là que Napoléon a été conçu. C'est admirable comme quoi, hein, c'est magnifique. Mais ne restez pas trop à Corté, engagez-vous dans les gorges de la Restonique, à bien vite, c'est magnifique. Donc, allez. Et voilà que pour la première fois, il entend la musique de Parsifal à Monte-Carlo. Il est en vacances, il va au festival de Monte-Carlo. J'ai été quand j'avais 15 ans, parce que j'ai eu tennis, c'est trop bien. Et alors, dans la cour du Palais Princier, là, c'est là qu'ont lieu les concerts. Et là, il entend pour la première fois le prélude de Parsifal. L'ouverture, on dirait, en l'opéra italien, on dit le prélude chez Wagner. Et il dit ceci. Excusez-moi. Dernièrement, j'ai entendu pour la première fois à Monte-Carlo le prélude de Parsifal. Il écrit à Peter Gask, qui est un petit musicien médiocre, mais à qui
Il confiait tout ce qu'il pensait musicalement. Quand je vous reverrai, je vais vous dire exactement ce que j'ai compris, en faisant abstraction de toutes les questions déplacées, à quoi peut servir une pareille musique, à quoi elle doit servir. Il a raison. Et si l'on se place à un point de vue purement esthétique, on peut se demander si Wagner n'a jamais fait quelque chose de meilleur. On ne croira même pas que c'est le même auteur, n'est-ce pas? La plus haute conscience psychologique par rapport à ce qui doit être dit se trouve ici exprimée et communiquée. La forme la plus brève, dites donc, Wagner, je croyais que c'était l'enflure, n'est-ce pas, le gigantisme, la forme la plus brève, la plus directe de cette conception, chaque nuance du sentiment poussée jusqu'à l'épigramme. C'est ce que c'est qu'un épigramme, c'est la forme la plus condensée, n'est-ce pas, de l'expression poétique. Une précision de la musique qui fait songer à un écusson travaillé en relief. Et en fin de compte, un sentiment sublime et extraordinaire, un événement de l'âme placé au fond de la musique dont Wagner peut tirer le plus grand honneur. Une synthèse d'émotions qui, pour beaucoup d'hommes, même d'hommes supérieurs, entre guillemets, pourrait sembler incompatible. Une sévérité justicière, une élévation au sens redoutable du mot. L'élévation, c'est un terme théologique, vous savez, à la messe, l'élévation, c'est quand on monte le corpus Christi, là, l'hostie, le sang, une élévation au sens redoutable du mot. Petite parenthèse, un autre Allemand et un autre fou. Nietzsche, c'est un Allemand qui a fini dans la folie. Mais Hölderlin a dit cette phrase admirable, on peut aussi bien tomber vers le haut que vers le bas. Élévation au sens redoutable. Et quand t'es pas loin d'Icare, hein, c'est lui qui est tombé vers le haut. Donc, élévation au sens redoutable du mot, une compréhension, une pénétration qui sectionne l'âme comme avec un couteau. Et encore, de la compassion. La valeur la plus anti-nietzschéenne qui soit. Nietzsche, alors la compassion pour lui, c'est la fin du fin. Hein, je veux dire, ça, c'est la décadence totale. Quand on commence à avoir la compassion, c'est qu'on est un esclave, quoi, je veux dire, hein, une morale d'esclave. Et d'ailleurs, il a dit out Christus, out Zarathustra. C'est out en latin, ça veut dire ou bien, hein. Ou bien on est pour le Christ, ou bien on est pour Zarathustra, il faut choisir. Donc, il y a de la compassion avec ce que l'artiste aperçoit et juge. Il y a des choses semblables chez Dante et nulle part ailleurs. Un peintre a-t-il jamais peint un regard d'amour aussi chargé, bon, etc. Ça, c'est ce qu'il écrit, n'est-ce pas? Et maintenant, il met sur son carnet le soir. On va retrouver un peu les mêmes formules. Hein. Mais il écrit pour lui-même et il dit « C'est comme si enfin, pour la première fois depuis des années, cette musique hein, de Parsifal, quelqu'un me parlait de problèmes qui me préoccupent, en ne donnant naturellement pas les réponses que j'aurais toutes prêtes, celles que moi, Nietzsche, dont je laisse Onfray, Deleuze, Foucault et tout ça parler à ma place. » Je répète. C'est comme si, enfin, pour la première fois, depuis des années, quelqu'un me parlait de problèmes qui me préoccupent. En ne me donnant naturellement pas les réponses que j'aurais toutes prêtes, mais les réponses chrétiennes, qui furent en fin de compte les réponses d'âme les plus fortes que celles de toutes celles de nos derniers siècles. À vrai dire, en écoutant cette musique, on met son protestantisme de côté. Dites donc, tout à l'heure, il disait que c'était le chemin de Rome. Hein, vous vous rendez compte? Eh bien, je rends hommage à Nietzsche. Tout le monde n'a pas cette force de se contredire. De cette honnêteté, n'est-ce pas? Quand il parle du texte, il est épouvanté par les afflux de sang, le mélange des sangs. Ils n'aiment pas les mélanges des sangs. Le sang du Christ dans le Graal, parce que le Graal est rempli du sang du Christ, mais le sang du cygne qui a été éclaboussé de sang par la flèche de Perceval et le sang de la castration du sorcier. Enfin bref, c'est épouvantable. Un chaudron de sorcière, comme dirait Nietzsche ailleurs, Parsifal. Donc, comme si c'était un malentendu. Oui. À vrai dire, en écoutant cette musique, on met son protestantisme de côté comme si c'était un malentendu. Mais aussi, je ne songe pas à le nier, certaines hautes musiques, fort bonnes également, que j'ai d'ailleurs écoutées et aimées, m'apparaissent aussi comme un malentendu. Bizarre. Carnet intime. Voilà, je vais terminer là-dessus aujourd'hui, parce qu'il y a quelques questions à poser avec